Le terrorisme d'État et la terreur rationnelle. Marx, dans l'Angleterre du XIXe siècle, parmi les souffrances et les terribles misères que provoquait le passage du capital foncier au capital industriel, avait beaucoup d'éléments pour construire une impressionnante analyse du capitalisme primitif. Quant au socialisme, en dehors des enseignements, d'ailleurs contradictoires à ses doctrines qu'il pouvait tirer des révolutions françaises, il était obligé d'en parler au futur et dans l'abstrait. On ne s'étonnera donc pas qu'il ait pu mêler dans sa doctrine la méthode critique la plus valable et le messianisme utopique le plus contestable. Le malheur est que la méthode critique qui, par définition, se serait adaptée à la réalité, s'est trouvée de plus en plus séparée des faits dans la mesure où elle a voulu rester fidèle à la prophétie. On a cru, et ceci assez déjà d'une indication, qu'on enlèverait au messianisme ce qu'on concéderait à la vérité. Cette contradiction est perceptible du vivant de Marx. La doctrine du manifeste communiste n'est plus rigoureusement exacte 20 ans après qu'en paraît le Capital. Le Capital est resté d'ailleurs inachevé parce que Marx se penchait à la fin de sa vie sur une nouvelle et prodigieuse masse de faits sociaux et économiques auxquels il fallait de nouveau adapter le système. Ces faits concernaient en particulier la Russie qu'il avait méprisée jusque-là. On sait enfin que l'Institut Marx-Engels de Moscou a cessé en 1935 la publication des œuvres complètes de Marx alors que plus de 30 volumes restaient à publier. Le contenu de ces volumes n'était sans doute pas assez marxiste. Depuis la mort de Marx, en tout cas, une minorité de disciples sont restés fidèles à sa méthode. Les marxistes qui ont fait l'histoire se sont emparés, au contraire de la prophétie et des aspects apocalyptiques de la doctrine, pour réaliser une révolution marxiste, dans les circonstances exactes où Marx avait prévu qu'une révolution ne pouvait pas se produire. On peut dire de Marx que la plupart de ses prédictions se sont heurtées aux faits dans les mêmes temps où sa prophétie a été l'objet d'une foi accrue. La raison en est simple, les prédictions étaient à court terme et ont pu être contrôlées, la prophétie est à très long terme et a pour elle ce qui assoit la solidité des religions, l'impossibilité de faire la preuve. Quand les prédictions s'effondraient, la prophétie restait le seul espoir, il en résulte qu'elle est seule à régner sur notre histoire, le marxisme et ses héritiers ne seront examinés ici que sous l'angle de la prophétie. La prophétie bourgeoise. Marx est à la fois un prophète bourgeois et un prophète révolutionnaire. Le second est plus connu que le premier, mais le premier explique beaucoup de choses dans le destin du second. Un messianisme historique et scientifique a influencé en lui le messianisme révolutionnaire, issu de l'idéologie allemande et des insurrections françaises. En opposition au monde antique, l'unité du monde chrétien et du monde marxiste est frappante. Les deux doctrines ont en commun une vision du monde qui le sépare de l'attitude grecque. Jaspers l'a défini très bien, c'est une pensée chrétienne que de considérer l'histoire des hommes comme strictement unique. Fin de citation. Les chrétiens ont, les premiers, considéré la vie humaine et la suite des événements comme une histoire qui se déroule à partir d'une origine vers une fin, au cours de laquelle l'homme gagne son salut ou mérite son châtiment. La philosophie de l'histoire est née d'une représentation chrétienne surprenante pour un esprit grec. La notion grecque du devenir n'a rien de commun avec notre idée de l'évolution historique. La différence entre les deux est celle qui sépare un cercle d'une ligne droite. Les Grecs se représentaient le monde comme cyclique. Aristote, pour donner un exemple précis, ne se croyait pas postérieur à la guerre de Troie. Le christianisme a été obligé, pour s'étendre dans le monde méditerranéen, de s'helléniser et sa doctrine s'est du même coup assouplie. Mais son originalité est d'introduire dans le monde antique deux notions jamais liées jusque-là, celles d'histoire et de châtiment. Par l'idée de médiation, le christianisme est grec, par la notion d'historicité, il est judaïque et se retrouvera dans l'idéologie allemande. On aperçoit mieux cette coupure en soulignant l'hostilité des pensées historiques à l'égard de la nature considérée par elles comme un objet, non de contemplation mais de transformation. Pour les chrétiens comme pour les marxistes, il faut maîtriser la nature. Les Grecs sont d'avis qu'il vaut mieux lui obéir. L'amour antique du cosmos est ignoré des premiers chrétiens qui, du reste, attendaient avec impatience la fin du monde imminente. L'hellénisme associé au christianisme donnera ensuite l'admirable floraison albigeoise d'une part, Saint François de l'autre. Mais, avec l'Inquisition et la destruction de l'hérésie cathare, l'Église se sépare à nouveau du monde et de la beauté et redonne à l'histoire la primauté sur la nature. Jaspers a encore raison de dire « C'est l'attitude chrétienne qui, peu à peu, vide le monde de sa substance, puisque la substance reposait sur un ensemble de symboles. » Fin de citation. Ces symboles sont ceux du drame divin qui se déroule à travers le temps. La nature n'est plus que le décor de ce drame. Le bel équilibre de l'humain et de la nature, le consentement de l'homme au monde qui soulève et fait resplendir toute la pensée antique, a été brisé au profit de l'histoire, par le christianisme d'abord.
L'entrée dans cette histoire des peuples nordiques qui n'ont pas une tradition d'amitié avec le monde a précipité ce mouvement. À partir du moment où la divinité du Christ est niée, ou, par les soins de l'idéologie allemande, il ne symbolise plus que l'homme-dieu, la notion de médiation disparaît, un monde judaïque ressuscite. Le Dieu implacable des armées règne à nouveau, toute beauté est insultée comme source de jouissance oisive, la nature elle-même est asservie. Marx, de ce point de vue, est le Jérémie du Dieu historique et le Saint-Augustin de la Révolution. Que cela explique les aspects proprement réactionnaires de sa doctrine, une simple comparaison avec celui de ses contemporains qui fut le doctrinaire intelligent de la réaction suffirait à le faire sentir. Joseph de Maistre réfute le jacobinisme et le calvinisme, doctrine qui résumait pour lui tout ce qui a été pensé de mal pendant 3 siècles. Au nom d'une philosophie chrétienne de l'histoire, contre les schismes et les hérésies, il veut refaire la robe sans couture d'une église enfin catholique. Son but, on s'en aperçoit, lors de ses aventures maçonniques, est la cité chrétienne universelle. Maistre rêve de l'Adam protoplaste ou l'homme universel de Fabre d'Olivet, qui serait au principe des âmes différenciées, et de l'Adam Kadmon des kabbalistes, qui a précédé la chute et qu'il s'agit maintenant de refaire. Lorsque l'Église aura recouvert le monde, elle donnera un corps à cet Adam premier et dernier. On trouve à ce sujet, dans les soirées de Saint-Pétersbourg, une foule de formules dont la ressemblance est frappante avec les formules messianiques de Hegel et de Marx. Dans la Jérusalem à la fois terrestre et céleste que Maistre imagine, tous les habitants pénétrés par le même esprit se pénétreront mutuellement et réfléchiront leur bonheur. Fin de citation. Maistre ne va pas jusqu'à nier la personnalité après la mort, il rêve seulement d'une mystérieuse unité reconquise où, citation, le mal étant anéanti, il n'y aura plus de passion ni d'intérêt personnel, et où l'homme sera réuni à lui-même lorsque sa double loi sera effacée et ses 2 centres confondus. Fin de citation. Dans la cité du savoir absolu où les yeux de l'esprit se confondaient avec ceux du corps, Hegel réconciliait aussi les contradictions, mais la vision de Maistre rencontre encore celle de Marx qui annonçait la fin de la querelle entre essence et existence, entre la liberté et la nécessité. Le mal, pour Maistre, n'est rien d'autre que la rupture de l'unité, mais l'humanité doit retrouver son unité sur terre et dans le ciel. Par quelle voie ? Maistre réactionnaire d'Ancien Régime est sur ce point moins explicite que Marx. Il attendait cependant une grande révolution religieuse dont 1789 n'était que l'épouvantable préface. Il citait Saint Jean qui demande que nous fassions la vérité, ce qui est proprement le programme de l'esprit révolutionnaire moderne, et Saint Paul qui annonce que le dernier ennemi qui doit être détruit est la mort. Fin de citation. L'humanité, à travers les crimes, les violences et la mort, marche vers cette consommation qui justifiera tout. La terre n'est pour Maistre, citation, qu'un autel immense où tout ce qui vit doit être immolé sans fin, sans mesure, sans relâche, jusqu'à la consommation des choses, jusqu'à l'extinction du mal, jusqu'à la mort de la mort. Fin de citation. Pourtant, son fatalisme est actif. Citation, « L'homme doit agir comme s'il pouvait tout et se résigner comme s'il ne pouvait rien. » Fin de citation. On trouve chez Marx la même sorte de fatalisme créateur. Maistre justifie sans doute l'ordre établi, mais Marx justifie l'ordre qui s'établit en son temps. L'éloge le plus éloquent du capitalisme a été fait par son plus grand ennemi. Marx n'est anticapitaliste que dans la mesure où le capitalisme est périmé. Un autre ordre devra s'établir qui réclamera au nom de l'histoire un nouveau conformisme. Quant aux moyens, ils sont les mêmes pour Marx et Maistre. Le réalisme politique, la discipline, la force. Quand Maistre reprend la forte pensée de Bossuet, citation, « L'hérétique est celui qui a des idées personnelles. » Fin de citation. Autrement dit, des idées sans référence à une tradition sociale ou religieuse, il donne la formule du plus ancien et du plus nouveau des conformismes. L'avocat général, chantre pessimiste du bourreau, annonce alors nos procureurs diplomates. Ces ressemblances, cela va sans dire, ne font pas de Maistre un marxiste ni de Marx un chrétien traditionnel. L'athéisme marxiste est absolu, mais il restitue pourtant l'être suprême au niveau de l'homme. La critique de la religion aboutit à cette doctrine que l'homme est pour l'homme l'être suprême. Fin de citation. Sous cet angle, le socialisme est ainsi une entreprise de divinisation de l'homme et a pris quelques caractères des religions traditionnelles. Ce rapprochement, en tout cas, est instructif quant aux origines chrétiennes de tout messianisme historique, même révolutionnaire. La seule différence réside dans un changement d'indice. Chez Maistre comme chez Marx, la fin des temps satisfait le grand rêve de Vigny, la réconciliation du loup et de l'agneau, la marche du criminel et de la victime au même autel, la réouverture ou l'ouverture d'un paradis terrestre. Pour Marx, les lois de l'histoire reflètent la réalité matérielle, pour Maistre, elles reflètent la réalité divine. Mais pour le premier, la matière est la substance, pour le second, la substance de son Dieu s'est incarnée ici-bas. L'éternité les sépare au principe. Mais l'historicité finit par les réunir dans une conclusion réaliste.
Mestre haïssait la Grèce, qui gênait Marx, étranger à toute beauté solaire, dont il disait qu'elle avait pourri l'Europe en lui léguant son esprit de division. Il lui était plus juste de dire que la pensée grecque était celle de l'unité, justement parce qu'elle ne pouvait se passer d'intermédiaire et qu'elle ignorait au contraire l'esprit historique de totalité que le christianisme a inventé et qui, coupé de ses origines religieuses, risque aujourd'hui de tuer l'Europe. Citation. Y a-t-il une fable, une folie, un vice qui n'est un nom, un emblème, un masque grec ? Fin de citation. Négligeons la fureur du puritain. Ce véhément dégoût exprime en réalité l'esprit de la modernité en rupture avec tout le monde antique et en continuité étroite, au contraire avec le socialisme autoritaire qui va désacraliser le christianisme et l'incorporer dans une église conquérante. Le messianisme scientifique de Marx est, lui, d'origine bourgeoise. Le progrès, l'avenir de la science, le culte de la technique et de la production sont des mythes bourgeois qui se sont constitués en dogme au XIXe siècle. On notera que le manifeste communiste paraît la même année que l'avenir de la science de Renan. Cette dernière profession de foi consternante aux yeux d'un lecteur contemporain donne cependant l'idée la plus juste des espoirs quasi mystiques soulevés au XIXe siècle par l'essor de l'industrie et les progrès surprenants de la science. Cet espoir est celui de la société bourgeoise elle-même, bénéficiaire du progrès technique. La notion de progrès est contemporaine de l'âge des Lumières et de la Révolution bourgeoise. On peut lui trouver sans doute des inspirateurs au XVIIe siècle. La querelle des anciens et des modernes introduit déjà dans l'idéologie européenne la notion parfaite d'absurde d'un progrès artistique. De façon plus sérieuse, on peut tirer aussi du cartésianisme l'idée d'une science qui va toujours croissant. Mais Turgot donne le premier en 1750 une définition claire de la nouvelle foi. Son discours sur le progrès de l'esprit humain reprend au fond l'histoire universelle de Bossuet. À la volonté divine se substitue seulement l'idée de progrès. Citation, « La masse totale du genre humain par des alternatives de calme et d'agitation, de bien et de maux, marche toujours, quoique à pas lents, à une perfection plus grande. » Fin de citation. Optimisme qui fournira l'essentiel des considérations rhétoriques de Condorcet, doctrinaire officiel du progrès, qu'il liait au progrès étatique et dont il fut aussi bien la victime officieuse, puisque l'état des Lumières le força de s'empoisonner. Sorel avait tout à fait raison de dire que la philosophie du progrès était précisément celle qui convenait à une société avide de jouir de la prospérité matérielle due au progrès technique. Lorsqu'on est assuré que demain, dans l'ordre même du monde, sera meilleur qu'aujourd'hui, on peut s'amuser en paix. Le progrès, paradoxalement, peut servir à justifier le conservatisme. Traité tiré de confiance sur l'avenir, il autorise ainsi la bonne conscience du maître, à l'esclave, à ceux dont la présence est misérable et qui n'ont point de consolation dans le ciel, on assure que le futur au moins est à eux. L'avenir est la seule sorte de propriété que les maîtres concèdent de bon gré aux esclaves. Ces réflexions ne sont pas, on le voit, inactuelles, mais elles ne sont pas inactuelles parce que l'esprit révolutionnaire a repris ce thème ambigu et commode de progrès. Certes, il ne s'agit pas de la même sorte de progrès. Marx n'a pas assez de raillerie pour l'optimisme rationnel des bourgeois. Sa raison, nous le verrons, est différente, mais la marche difficile vers un avenir réconcilié définit cependant la pensée de Marx. Hegel et le marxisme ont abattu les valeurs formelles qui éclairaient pour les Jacobins la route droite de cette heureuse histoire. Ils ont cependant conservé l'idée de cette marche en avant confondue simplement par eux avec le progrès social et affirmée comme nécessaire. Ils continuaient ainsi la pensée bourgeoise du XIXe siècle. Tocqueville, relayé d'enthousiasme par Pecqueur, qui influença Marx, avait solennellement proclamé en effet « Le développement graduel et progressif de l'égalité est à la fois le passé et l'avenir de l'histoire des hommes. » Fin de citation. Pour obtenir le marxisme, il faut remplacer égalité par niveau de production et imaginer qu'au dernier échelon de la production, une transfiguration se produit et réalise la société réconciliée. Quant à la nécessité de l'évolution, Auguste Comte en donne, avec la loi des 3 États qu'il formule en 1822, la définition la plus systématique. Les conclusions de Comte ressemblent curieusement à celles que le socialisme scientifique devait accepter. Le positivisme montre avec beaucoup de clarté les répercussions de la révolution idéologique du XIXe siècle, dont Marx est l'un des représentants, et qui a consisté à mettre à la fin de l'histoire le jardin et la révélation que la tradition mettait à l'origine du monde. L'ère positive, qui succéderait nécessairement à l'ère métaphysique et à l'ère théologique, devait marquer l'avènement d'une religion de l'humanité. Henri Gouillet définit justement
l'entreprise de Comte en disant qu'il s'agissait pour lui de découvrir un homme sans trace de Dieu. Le premier but de Comte, qui était de substituer partout le relatif à l'absolu, s'est vite transformé par la force des choses en divinisation de ce relatif et en prédication d'une religion à la fois universelle et sans transcendance. Comte voyait dans le culte jacobin de la raison une anticipation du positivisme et se considérait à bon droit comme le vrai successeur des révolutionnaires de 1789. Il continuait et élargissait cette révolution en supprimant la transcendance des principes et en fondant systématiquement la religion de l'espèce. Sa formule « écarter Dieu au nom de la religion » ne signifiait rien d'autre. Inaugurant une manie qui, depuis, a fait fortune, il a voulu être le saint Paul de cette nouvelle religion et remplacer le catholicisme de Rome par le catholicisme de Paris. On sait qu'il espérait voir dans les cathédrales la statue de l'humanité divinisée sur l'ancien autel de Dieu. Il calculait avec précision qu'il aurait à prêcher le positivisme dans Notre-Dame avant l'année 1860. Ce calcul n'était pas aussi ridicule qu'il le paraît. Notre-Dame, mise en état de siège, résiste toujours, mais la religion de l'humanité a été effectivement prêchée vers la fin du XIXe siècle et Marx, bien qu'il n'ait sans doute pas lu Comte, fut l'un de ses prophètes. Marx a seulement compris qu'une religion sans transcendance s'appelait proprement une politique. Comte le savait au demeurant, ou du moins il comprenait que sa religion était d'abord une sociolatrie et qu'elle supposait le réalisme politique. La négation du droit individuel et l'établissement du despotisme. Une société dont les savants seraient les prêtres, 2000 banquiers et techniciens régnant sur une Europe de 120 millions d'habitants, où la vie privée serait absolument identifiée avec la vie publique, où une obéissance absolue d'action, de pensée et de cœur serait rendue aux grands prêtres qui régneraient sur le tout, telle est l'utopie de Comte qui annonce ce qu'on peut appeler les religions horizontales de notre temps. Elle est utopie, il est vrai, parce que convaincu du pouvoir illuminant de la science, il a oublié de prévoir une police. D'autres seront plus pratiques et la religion de l'humanité sera fondée effectivement, mais sur le sang et la couleur des hommes. Si l'on ajoute enfin à ces observations que Marx doit aux économistes bourgeois l'idée exclusive qu'il se fait de la production industrielle dans le développement de l'humanité, qu'il a pris l'essentiel de sa théorie de la valeur travail dans Ricardo, économiste de la révolution bourgeoise et industrielle, on nous reconnaîtra le droit de parler de sa prophétie bourgeoise. Ces rapprochements visent seulement à démontrer que Marx, au lieu qu'il soit, comme le veulent les marxistes désordonnés de notre temps, le commencement et la fin, participe au commentaire de l'humaine nature. Il est héritier avant d'être précurseur. Sa doctrine qu'il voulait réaliste l'était en effet autant de la religion de la science, de l'évolutionnisme darwinien, de la machine à vapeur et de l'industrie textile. 100 ans après, la science a rencontré la relativité, l'incertitude et le hasard. L'économie doit tenir compte de l'électricité, de la sidérurgie et de la production atomique. L'échec du marxisme pur à intégrer ces découvertes successives est aussi celui de l'optimisme bourgeois de son temps. Il rend dérisoire la prétention des marxistes à maintenir figées, sans qu'elles cessent d'être scientifiques, des vérités vieilles de 100 ans. Le messianisme du XIXe siècle, qu'il soit révolutionnaire ou bourgeois, n'a pas résisté au développement successif de cette science et de cette histoire qu'à des degrés différents il avait divinisé. La prophétie révolutionnaire. La prophétie de Marx est aussi révolutionnaire dans son principe, toute la réalité humaine trouvant son origine dans les rapports de production. Le devenir historique est révolutionnaire parce que l'économie l'est. À chaque niveau de production, l'économie suscite les antagonismes qui détruisent au profit d'un niveau supérieur de production la société correspondante. Le capitalisme est le dernier de ces stades de production parce qu'il produit les conditions où tout antagonisme sera résolu et où il n'y aura plus d'économie. Ce jour-là, notre histoire deviendra préhistoire. Sous une autre perspective, ce schéma est celui de Hegel. La dialectique est considérée sous l'angle de l'esprit. Sans doute, Marx n'a jamais parlé lui-même de matérialisation dialectique. Il a laissé à ses héritiers le soin de célébrer ce monstre logique. Mais il dit en même temps que la réalité est dialectique et qu'elle est économique. La réalité est un perpétuel devenir, scandé par le choc fécond d'antagonisme résolu chaque fois dans une synthèse supérieure qui elle-même suscite son contraire et fait de nouveau avancer l'histoire. Ce que Hegel affirmait de la réalité en marche vers l'esprit, Marx l'affirme de l'économie en marche vers la société sans classe. Toute chose est à la fois elle-même et son contraire, et cette contradiction la force à devenir autre chose. Le capitalisme, parce qu'il est bourgeois, se révèle révolutionnaire et fait le lit du communisme. L'originalité de Marx est d'affirmer que l'histoire, en même temps qu'elle est dialectique, est économique. Hegel, plus souverain, affirmait qu'elle était à la fois matière et esprit. Elle ne pouvait d'ailleurs être matière que dans la mesure où elle était esprit et inversement. Marx nie l'esprit comme substance dernière et affirme le matérialisme historique. On peut marquer tout de suite avec Berdyaev
l'impossibilité de concilier la dialectique et le matérialisme, il ne peut y avoir de dialectique que de la pensée. Mais le matérialisme lui-même est une notion ambiguë. Pour former seulement ce mot, il faut déjà dire qu'il y a dans le monde quelque chose de plus que la matière. À plus forte raison, cette critique s'appliquera au matérialisme historique. L'histoire, précisément, se distingue de la nature en ce qu'elle la transforme par les moyens de la volonté, de la science et de la passion. Marx n'est donc pas un matérialiste pur, pour la raison évidente qu'il n'y a pas de matérialisme pur ni absolu. Il l'est si peu qu'il reconnaît que, si les armes font triompher la théorie peut aussi bien susciter les armes. La position de Marx serait plus justement appelée un déterminisme historique. Il ne nie pas la pensée, il la suppose absolument déterminée par la réalité extérieure. Citation. « Pour moi, le mouvement de la pensée n'est que la réflexion du mouvement réel, transporté et transposé dans le cerveau de l'homme. » Fin de citation. Cette définition particulièrement grossière n'a aucun sens. Comment et par quoi un mouvement extérieur peut-il être transporté dans le cerveau ? Cette difficulté n'est rien auprès de celle qui constitue à définir ensuite la transposition de ce mouvement. Mais Marx avait la philosophie courte de son siècle. Ce qu'il veut dire peut se définir sur d'autres plans. Pour lui, l'homme n'est qu'histoire, et particulièrement histoire des moyens de production. Marx remarque en effet que l'homme se distingue de l'animal en ce qu'il produit les moyens de sa substance. S'il ne mange pas d'abord, il ne s'habille pas, ni ne s'abrite, il n'est pas. Ce primum vivere est sa première détermination. Le peu qu'il pense à ce moment est en rapport direct avec ses nécessités inévitables. Marx démontre ensuite que cette dépendance est constante et nécessaire. Citation. « L'histoire de l'industrie est le livre ouvert des facultés essentielles de l'homme. » Fin de citation. Sa généralisation personnelle consistera à tirer de cette affirmation, en somme acceptable, que la dépendance économique est unique et suffisante, ce qui reste à démontrer. On peut admettre que la détermination économique joue un rôle capital dans la genèse des actions et des pensées humaines, sans conclure pour cela, comme le fait Marx, que la révolte des Allemands contre Napoléon s'explique seulement par la pénurie du sucre et du café. Au reste, le déterminisme pur est lui aussi absurde. S'il ne l'était pas, il suffirait d'une seule affirmation vraie pour que, de conséquence en conséquence, on parvienne à la vérité entière. Cela n'étant pas, ou bien nous n'avons jamais prononcé une seule affirmation vraie, et pas même celle qui pose le déterminisme, ou bien il nous arrive de dire vrai, mais sans conséquence, et le déterminisme est faux. Toutefois, Marx avait ses raisons étrangères à la pure logique pour procéder à une simplification si arbitraire. Mettre à la racine de l'homme la détermination économique, c'est le résumé à ses rapports sociaux. Il n'y a pas d'homme solitaire, telle est la découverte incontestable du XIXe siècle. Une déduction arbitraire amène alors à dire que l'homme ne se sent solitaire dans la société que pour des raisons sociales. Si, en effet, l'esprit solitaire doit être expliqué par quelque chose qui soit en dehors de l'homme, celui-ci est sur le chemin d'une transcendance. Le social, au contraire, n'a que l'homme pour auteur. Si, de surcroît, on peut affirmer que le social est en même temps le créateur de l'homme, on croit tenir l'explication totale qui permet d'expulser la transcendance. L'homme est alors, comme le veut Marx, auteur et acteur de sa propre histoire. La prophétie de Marx est révolutionnaire parce qu'il achève le mouvement de négation commencé par la philosophie des Lumières. Les Jacobins détruisent la transcendance d'un Dieu personnel, mais le remplacent par la transcendance des principes. Marx fonde l'athéisme contemporain en détruisant aussi la transcendance des principes. La foi est remplacée en 1789 par la raison. Mais cette raison elle-même, dans sa fixité, est transcendante. Plus radicalement que Hegel, Marx détruit la transcendance de la raison et la précipite dans l'histoire. Elle était régulatrice avant eux, la voilà conquérante. Marx va plus loin que Hegel et affecte de le considérer comme un idéaliste. Ce qu'il n'est pas, ou du moins pas plus que Marx n'est matérialiste, dans la mesure précisément où le règne de l'esprit restitue d'une certaine manière une valeur supra-historique. Le Capital reprend la dialectique de maîtrise de servitude, mais remplace la conscience de soi par l'autonomie économique, le règne final de l'esprit absolu par l'avènement du communisme. L'athéisme est l'humanisme médiatisé par la suppression de la religion, le communisme est l'humanisme médiatisé par la suppression de la propriété privée. Fin de citation. L'aliénation religieuse a la même origine que l'aliénation économique. On en finit avec la religion qu'en réalisant la liberté absolue de l'homme à l'égard de ses déterminations matérielles. La révolution s'identifie à l'athéisme et au règne de l'homme. Voilà pourquoi Marx a amené à mettre l'accent sur la détermination économique et sociale. Son effort le plus fécond a été de dévoiler la réalité qui se cache derrière les valeurs formelles dont faisait montre la bourgeoisie de son temps. Sa théorie de la mystification est encore valable parce qu'elle est valable universellement, il est vrai, et s'applique aussi aux mystifications révolutionnaires. La liberté que rêvait M. Thiers était une liberté du privilège consolidé par la police. La famille exaltée par les journaux conservateurs se maintenait sur un état social où femmes et hommes étaient descendus dans la mine, à demi nus, attachés à la même corde. La morale prospérait sur la prostitution ouvrière.
que les exigences de l'honnêteté et de l'intelligence aient été colonisées à des fins égoïstes par l'hypocrisie d'une société médiocre et cupide, c'est là un malheur que Marx, déniaiseur incomparable, a dénoncé avec une force inconnue avant lui. Cette dénonciation indignée a mené d'autres excès qui exigent une autre dénonciation, mais il faut avant toute chose savoir et dire où elle est née, dans le sang de l'insurrection écrasée de 1834 à Lyon et en 1871 dans l'ignoble cruauté des moralistes de Versailles. L'homme qui n'a rien n'est aujourd'hui rien. Si cette affirmation est fausse, en vérité, elle était presque vraie dans la société optimiste du XIXe siècle. L'extrême déchéance apportée par l'économie de la prospérité devait forcer Marx à donner la première place aux rapports sociaux et économiques et à exalter plus encore sa prophétie du règne de l'homme. On comprend mieux alors l'explication purement économique de l'histoire que Marx entreprend. Si les principes mentent, seule la réalité de la misère et du travail est vraie. Si l'on peut démontrer ensuite qu'elle suffit à expliquer le passé et l'avenir de l'homme, les principes seront abattus pour toujours, en même temps que la société qui s'en prévaut. Telle sera l'entreprise de Marx. L'homme est né avec la production et avec la société, l'inégalité des terres, le perfectionnement plus ou moins rapide des moyens de production, la lutte pour la vie, ont créé rapidement des inégalités sociales qui se sont cristallisées en antagonisme entre la production et la distribution. Partant en lutte de classe, ces luttes et ces antagonismes sont les moteurs de l'histoire. L'esclavage antique, le servage féodal ont été les étapes d'une longue route qui aboutit à l'artisanat des siècles classiques où le producteur est le maître des moyens de production. À ce moment, l'ouverture des routes mondiales, la découverte de nouveaux débouchés exige une production moins provinciale. La contradiction entre le mode de production et les nouvelles nécessités de la distribution annonce déjà la fin du régime de la petite production agricole et industrielle. La révolution industrielle, l'invention de la vapeur, la concurrence pour les débouchés aboutissent nécessairement à l'expropriation des petits propriétaires et à la constitution de grandes manufactures. Les moyens de production sont alors centralisés aux mains de ceux qui ont pu les acheter. Les vrais producteurs, les travailleurs, ne disposent plus que de la force de leurs bras qu'ils peuvent vendre à l'homme aux écus. Le capitalisme bourgeois se définit ainsi par la séparation du producteur et des moyens de production. De cet antagonisme va sortir une série de conséquences inéluctables qui permettent à Marx d'annoncer la fin des antagonismes sociaux. À première vue, notons-le déjà, il n'y a pas de raison pour que le principe fermement établi d'une lutte dialectique des classes cesse tout d'un coup d'être vrai. Il est toujours vrai ou il ne l'a jamais été. Marx dit bien qu'il n'y aura pas plus de classes après la Révolution qu'il n'y a eu d'ordre après 1789. Mais les ordres ont disparu sans que les classes disparaissent et rien ne dit que les classes ne céderont la place à un autre antagonisme social. L'essentiel de la prophétie marxiste tient cependant dans cette affirmation. On connaît le schéma marxiste. Marx, après Adam Smith et Ricardo, définit la valeur de toute marchandise par la quantité de travail qu'il a produit. La quantité de travail vendue par le propriétaire au capitaliste par le prolétaire au capitaliste, est elle-même une marchandise dont la valeur sera définie par la quantité de travail qu'il a produit, autrement dit par la valeur de ses biens de consommation nécessaires à sa subsistance. Le capitaliste, achetant cette marchandise, s'engage donc à la payer suffisamment pour que celui qui la vend, le travailleur, puisse se nourrir et se perpétuer. Mais il reçoit en même temps le droit de faire travailler ce dernier aussi longtemps qu'il le pourra. Il le peut très longtemps et plus qu'il n'est nécessaire pour payer sa subsistance. Dans une journée de 12 heures, si la moitié suffit à produire une valeur équivalente à la valeur des produits de subsistance, les 6 autres heures sont des heures non payées, une plus-value qui constitue le bénéfice propre du capitaliste. L'intérêt du capitaliste est donc d'allonger au maximum les heures de travail ou, quand il ne le peut plus, d'accroître au maximum le rendement de l'ouvrier. La première exigence est affaire de police et de cruauté, la seconde est affaire d'organisation du travail. Elle mène à la division du travail d'abord et ensuite à l'utilisation de la machine qui déshumanise l'ouvrier. D'autre part, la concurrence pour les marchés extérieurs, la nécessité d'investissements de plus en plus grands dans le matériel nouveau produisent le phénomène de concentration et d'accumulation. Les petits capitalistes sont d'abord absorbés par les grands qui peuvent maintenir par exemple des prix déficitaires pendant plus longtemps. Une partie de plus en plus grande du profit est enfin investie dans de nouvelles machines et accumulée dans la partie stable du capital. Ce double mouvement précipite d'abord la ruine des classes moyennes qui rejoignent le prolétariat et concentrent ensuite dans des mains de moins en moins nombreuses les richesses produites uniquement par les prolétaires. Ainsi, le prolétariat s'accroît de plus en plus à mesure que sa déchéance augmente. Le capital ne se concentre plus qu'aux mains de quelques maîtres dont la puissance croissante est basée sur le vol. Ébranlés d'ailleurs par les crises successives, débordés par la contradiction du système, ces maîtres ne peuvent même plus assurer la subsistance de leurs esclaves qui dépendent alors de la charité privée ou officielle. Un jour vient, fatalement, où une immense armée d'esclaves opprimés se trouve en présence d'une poignée de maîtres indignes. Ce jour est celui de la Révolution.
La ruine de la bourgeoisie et la victoire du prolétariat sont également inévitables. Cette description désormais célèbre ne rend pas compte encore de la fin des antagonismes. Après la victoire du prolétariat, la lutte pour la vie pourrait jouer et faire naître de nouveaux antagonismes. Deux notions interviennent alors dont l'une est économique, l'identité du développement de la production et du développement de la société, et l'autre purement systématique, la mission du prolétariat. Ces deux notions se rejoignent dans ce que l'on peut appeler le fatalisme actif de Marx. La même évolution économique qui concentre en effet le capital dans un petit nombre de mains rend l'antagonisme à la fois plus cruel et en quelque sorte irréel. Il semble qu'au plus haut point du développement des forces productives, il suffise d'une chiquenaude pour que le prolétariat se retrouve seul en possession des moyens de production, ravi déjà à la propriété privée et concentré en une seule énorme masse, désormais commune. La propriété privée, lorsqu'elle est concentrée aux mains d'un seul propriétaire, n'est séparée de la propriété collective que par l'existence d'un seul homme. L'aboutissement inévitable du capitalisme privé est une sorte de capitalisme d'État qu'il suffira de placer ensuite au service de la communauté pour qu'une suite naisse où capital et travail, désormais confondus, produiront d'un même mouvement abondance et justice. C'est en considération de cette heureuse issue que Marx a toujours exalté le rôle révolutionnaire qu'assume inconsciemment, il est vrai, la bourgeoisie. Il a parlé d'un droit historique du capitalisme, source de progrès en même temps que de misère. La mission historique et la justification du capital, à ses yeux, sont de préparer les conditions d'un mode de production supérieur. Ce mode de production n'est pas lui-même révolutionnaire, il sera seulement le couronnement de la révolution. Seules les bases de la production bourgeoise sont révolutionnaires. Lorsque Marx affirme que l'humanité ne se pose que des énigmes qu'elle peut résoudre, il montre en même temps que la solution du problème révolutionnaire se trouve en germe dans le système capitaliste lui-même. Il recommande donc de souffrir l'État bourgeois et même d'aider à le bâtir, plutôt que de revenir à une production moins industrialisée. Les prolétaires peuvent et doivent accepter la révolution bourgeoise comme une condition de la révolution ouvrière. Fin de citation. Marx est ainsi le prophète de la production et il est permis de penser qu'à ce point précis et non ailleurs, il a fait passer le système avant la réalité. Il n'a jamais cessé de défendre Ricardo, économiste du capitalisme manchestérien, contre ceux qui l'accusaient de vouloir la production pour elle-même. Avec juste raison, s'écrie Marx. Et de la vouloir sans se soucier des hommes. C'est justement là son mérite, répond Marx, avec la même désinvolture que Hegel. Qu'importe en effet le sacrifice des hommes s'il doit servir le salut de l'humanité entière. Le progrès ressemble à cet horrible dieu païen qui ne voulait boire le nectar que dans le crâne des ennemis tués. Du moins est-il le progrès qui cessera d'être torturant après l'apocalypse industrielle au jour de la réconciliation. Mais si le prolétariat ne peut éviter cette révolution ni d'être mis en possession des moyens de production, sera-t-il au moins en user pour le bien de tous ? Où est la garantie que, dans son sein même, des ordres, des classes, des antagonismes ne surgiront pas ? La garantie est dans Hegel. Le prolétariat est forcé d'user de sa richesse pour le bien universel. Il n'est pas le prolétariat, il est l'universel s'opposant au particulier, c'est-à-dire au capitalisme. L'antagonisme du capital et du prolétariat est la dernière phase de la lutte entre le singulier et l'universel, telle qu'elle anime la tragédie historique du maître et de l'esclave. Au terme du schéma idéal tracé par Marx, le prolétariat a d'abord englobé toutes les classes et n'a laissé en dehors de lui qu'une poignée de maîtres représentant du crime notoire, que la révolution justement détruira. De plus, le capitalisme, en poussant le prolétaire jusqu'à la dernière déchéance, le délivre peu à peu de toutes les déterminations qui pouvaient le séparer des autres hommes. Il n'a rien, il n'est ni propriété, ni morale, ni patrie. Il ne tient donc à rien que la seule espèce dont il est désormais le représentant nu et implacable. Il affirme tout et tous s'il s'affirme lui-même. Non parce que les prolétaires sont des dieux, mais justement parce qu'ils sont réduits à la condition la plus inhumaine. Citation. Seuls les prolétaires totalement exclus de cette affirmation de leur personnalité sont capables de réaliser leur affirmation de soi complète. Fin de citation. Telle est la mission du prolétariat, faire surgir la suprême dignité de la suprême humiliation. Par ses douleurs et ses luttes, il est le Christ humain qui rachète le péché collectif de l'aliénation. Il est d'abord le porteur innombrable de la négation totale, le héros de l'affirmation définitive ensuite. Citation. La philosophie ne peut se réaliser sans la disparition du prolétariat, le prolétariat ne peut se libérer sans la réalisation de la philosophie. Fin de citation. Et encore, citation. Le prolétariat ne peut exister que sur le plan de l'histoire mondiale, l'action communiste ne peut exister qu'en tant qu'une réalité historique planétaire. Fin de citation. Mais ce Christ est en même temps vengeur. Il exécute, selon Marx, le jugement que
la propriété privée porte contre elle-même. Citation. Toutes les maisons de nos jours sont marquées d'une mystérieuse croix rouge. Le juge, c'est l'histoire, l'exécuteur de la sentence, c'est le prolétaire. Fin de citation. Ainsi, l'accomplissement est inévitable, les crises succéderont aux crises, la déchéance du prolétariat s'approfondira, son nombre s'étendra jusqu'à la crise universelle où disparaîtra le monde de l'échange et où l'histoire, par une suprême violence, cessera d'être violente. Le royaume des fins sera constitué. On comprend que ce fatalisme ait pu être poussé, comme il est arrivé à la pensée hegelienne, à une sorte de quiétisme politique par des marxistes comme Kautsky, pour qui il était aussi peu au pouvoir des prolétariats de créer la révolution qu'en celui des bourgeois de l'empêcher. Même Lénine, qui devait choisir au contraire l'aspect activiste de la doctrine, écrivait en 1905 dans un style d'excommunication « C'est une pensée réactionnaire que de chercher le salut de la classe ouvrière dans autre chose que le développement massif du capitalisme. » Fin de citation. La nature économique chez Marx ne fait pas de saut, il ne faut pas lui faire brûler les étapes. Il est tout à fait faux de dire que les socialistes réformistes sont restés fidèles à Marx en ceci. Le fatalisme exclut au contraire toute réforme dans la mesure où elle risquerait d'atténuer l'aspect catastrophique de l'évolution et, par conséquent, de retarder l'inévitable issue. La logique d'une pareille attitude voudrait qu'on approuvât ce qui peut accroître la misère ouvrière. Il ne faut rien donner à l'ouvrier pour qu'il puisse un jour avoir tout. Il n'empêche que Marx a senti le danger de ce quiétisme, le pouvoir ne s'attend pas où il s'attend indéfiniment. Un jour vient où il faut le prendre, et c'est ce jour qui reste dans une clarté douteuse pour tout lecteur de Marx. Sur ce point, il n'a cessé de se contredire, il a noté que la société était historiquement forcée de passer par la dictature ouvrière. Quant au caractère de cette dictature, ses définitions sont contradictoires. Il est sûr qu'il a condamné l'État en termes clairs, disant que son existence et celle de la servitude sont inséparables, mais il a protesté contre l'observation pourtant judicieuse de Bakounine qui trouvait la notion d'une dictature provisoire contraire à ce qu'on savait de la nature humaine. Marx pensait, il est vrai, que les véritables dialectiques étaient supérieures à la vérité psychologique. Que disait la dialectique ? Que l'abolition de l'État n'a de sens que chez les communistes comme un résultat nécessaire de la suppression des classes, dont la disparition entraîne automatiquement la disparition du besoin d'un pouvoir organisé d'une classe pour l'oppression de l'autre. Selon la formule consacrée, le gouvernement des personnes cédait alors le pas à l'administration des choses. La dialectique était donc formelle et ne justifiait l'État prolétarien que pour le temps où la classe bourgeoise devait être détruite ou intégrée. Mais la prophétie et le fatalisme autorisaient par malheur d'autres interprétations. S'il est sûr que le royaume arrivera, qu'importe les années. La souffrance n'est jamais provisoire pour celui qui ne croit pas à l'avenir. Mais 100 années de douleur sont fugitives au regard de celui qui affirme pour la 101e année la cité définitive. Dans les perspectives de la prophétie, rien n'importe. De toute manière, la classe bourgeoise disparue, le prolétaire établit le règne de l'homme universel au sommet de la production par la logique même du développement productif. Qu'importe que cela soit par la dictature et la violence. Dans cette Jérusalem bruissante de machines merveilleuses, qui se souviendra encore du cri de l'égorgé ? L'âge d'or renvoyé au bout de l'histoire et coïncidant par un double attrait avec une apocalypse justifie donc tout. Il faut méditer sur la prodigieuse ambition du marxisme, évaluer sa prédication démesurée, pour comprendre qu'une telle espérance force à négliger des problèmes qui apparaissent alors comme secondaires. Citation. « Le communisme en tant qu'appropriation réelle de l'essence humaine par l'homme et pour l'homme, en tant que retour de l'homme à lui-même, à titre d'homme social, c'est-à-dire d'homme humain, retour complet, conscient et qui conserve toutes les richesses du mouvement intérieur, ce communisme étant un naturalisme achevé coïncide avec l'humanisme. Il est la véritable fin de la querelle entre l'homme et la nature et entre l'homme et l'homme, entre l'essence de l'existence, entre l'objectivation et l'affirmation de soi, entre la liberté et la nécessité, entre l'individu et l'espèce. Il résout le mystère de l'histoire et il sait qu'il le résout. » Fin de citation. Seul le langage se voudrait ici scientifique. Pour le fond, quelle différence avec Fourier qui annonce « les déserts fertilisés, l'eau de mer potable et, à goût de violette, l'éternel printemps ». Fin de citation. L'éternel printemps des hommes nous est annoncé dans un langage d'encyclique. Que peut vouloir et espérer l'homme sans Dieu, sinon le royaume de l'homme ? Ceci explique la transe des disciples. Dans une société sans angoisse, il est facile d'ignorer la mort, dit l'un d'eux. Pourtant, et c'est la vraie condamnation de notre société, l'angoisse de la mort est un luxe qui touche beaucoup plus l'oisif que le travailleur, asphyxié par sa propre tâche. Mais tout socialisme est utopique et d'abord le scientifique. L'utopie remplace Dieu par l'avenir, elle identifie alors l'avenir à la morale. La seule valeur est ce qui sert cet avenir, dès là qu'elle ait été presque toujours contraignante et autoritaire.
Marx, en tant qu'utopiste, ne diffère pas de ses terribles prédécesseurs et une part de son enseignement justifie ses successeurs. Certes, on a eu raison d'insister sur l'exigence éthique qui est au fond du rêve marxiste. Il faut dire justement, avant d'examiner l'échec du marxisme, quelle fait la vraie grandeur de Marx. Il a mis le travail, sa déchéance injuste et sa dignité profonde au centre de sa réflexion. Il s'est élevé contre la réduction du travail à une marchandise et du travailleur à un objet. Il a rappelé aux privilégiés que leur privilège n'était pas divin, ni la propriété un droit éternel. Il a donné une mauvaise conscience à ceux qui n'avaient pas le droit de la garder en paix et dénoncer, avec une profondeur sans égale, une classe dont le crime n'est pas tant d'avoir eu le pouvoir que de l'avoir utilisé aux fins d'une société médiocre et sans vraie noblesse. Nous lui devons cette idée qui fait le désespoir de notre temps, mais ici le désespoir vaut mieux que tout espoir, que lorsque le travail est une déchéance, il n'est pas la vie, bien qu'il couvre tout le temps de la vie. Qui, malgré les prétentions de cette société, peut y dormir en paix, sachant désormais qu'elle tire ses jouissances médiocres du travail de millions d'âmes mortes. Exigeant pour le travailleur la vraie richesse qui n'est pas celle de l'argent, mais celle du loisir ou de la création, il a réclamé malgré les apparences la qualité de l'homme. Ce faisant, on peut le dire avec force, il n'a pas voulu la dégradation supplémentaire qu'en son nom on a imposée à l'homme. Une phrase de lui, pour une fois claire et coupante, refuse à jamais à ses disciples triomphants la grandeur et l'humanité qui étaient les siennes. Un but qui a besoin de moyens injustes n'est pas un but juste. Fin de citation. Mais la tragédie de Nietzsche se trouve ici. L'ambition, la prophétie sont généreuses et universelles. La doctrine était restrictive et la réduction de toute valeur à la seule histoire autorisait les plus extrêmes conséquences. Marx a cru que les fins de l'histoire, au moins, se révéleraient morales et rationnelles. C'est là son utopie. Mais l'utopie, comme il le savait pourtant, a pour destin de servir le cynisme dont il ne voulait pas. Marx détruit toute transcendance, puis accomplit de lui-même le passage du fait au devoir. Mais ce devoir n'a de principe que dans le fait. La revendication de justice aboutit à l'injustice si elle n'est pas fondée d'abord sur une justification éthique de la justice, faute de quoi le crime aussi un jour devient devoir. Quand le mal et le bien sont réintégrés dans le temps, confondus dans les événements, rien n'est plus bon ou mauvais, mais seulement prématuré ou périmé. Qui décidera de l'opportunité sinon l'opportuniste ? Plus tard, disent les disciples, vous jugerez. Mais les victimes ne seront plus là pour juger. Pour la victime, le présent est la seule valeur, la révolte la seule action. Le messianisme pour être doit s'édifier contre les victimes. Il est possible que Marx ne l'ait pas voulu, mais c'est là sa responsabilité qu'il faut examiner. Il justifie au nom de la révolution la lutte désormais sanglante contre toute forme de la révolte. L'échec de la prophétie. Hegel termine superbement l'histoire en 1907. Les Saint-Simoniens considèrent que les convulsions révolutionnaires de 1830 et 1848 sont les dernières. Comte meurt en 1857, s'apprêtant à monter en chaire pour prêcher le positivisme à une humanité enfin revenue de ses erreurs. À son tour, avec le même romantisme aveugle, Marx prophétise la société sans classe et la résolution du mystère historique. Plus avisé cependant, il ne fixe pas la date. Malheureusement, sa prophétie décrivait aussi la marche de l'histoire jusqu'à l'heure du ravissement. Elle annonçait la tendance des événements. Les événements et les faits, justement, ont oublié de venir se ranger sous la synthèse. Ceci explique déjà qu'il ait fallu les y ramener de force. Mais surtout, les prophéties, à partir du moment où elles traduisent l'espoir vivant de millions d'hommes, ne peuvent rester impunément sans terme. Un temps vient où la déception transforme le patient espoir en fureur et où la même fin affirmée avec la rage de l'entêtement, exigée plus cruellement encore, oblige à chercher d'autres moyens. Le mouvement révolutionnaire, à la fin du XIXe siècle, est au-dessus et au début du XXe siècle, a vécu comme les premiers chrétiens dans l'attente de la fin du monde et de la parousie du Christ prolétarien. On sait la persistance de ce sentiment au sein des communautés chrétiennes primitives. À la fin du IVe siècle, encore un évêque de l'Afrique proconsulaire calculait qu'il restait 101 ans à vivre au monde. Au bout de ce temps, viendrait le royaume du ciel qu'il fallait mériter sans tarder. Ce sentiment est général au 1er siècle de notre ère et explique l'indifférence que montraient les premiers chrétiens aux questions purement théologiques. Si la parousie est proche, c'est à la fois brûlante plus qu'aux œuvres et aux dogmes qu'il faut tout consacrer. Jusqu'à Clément et Tertullien, pendant plus d'un siècle, la littérature chrétienne se désintéresse des problèmes de théologie et ne raffine pas sur les œuvres. Mais dès l'instant où la parousie s'éloigne, il faut vivre avec sa foi, c'est-à-dire composer. Alors naissent la dévotion et le catéchisme. La parousie évangélique s'est éloignée, saint Paul est venu constituer le dogme. L'Église a donné un corps à cette foi
qui n'était qu'une pure tension vers le royaume à venir. Il a fallu tout organiser dans le siècle, même le martyre, dont les témoins temporels seront les ordres monastiques, même la prédication qui se retrouvera sous la robe des inquisiteurs. Un mouvement similaire est né de l'échec de la parousie révolutionnaire. Les textes de Marx déjà cités donnent une juste idée de l'espoir brûlant qui était alors celui de l'esprit révolutionnaire. Malgré les échecs partiels, cette foi n'a pas cessé de croître jusqu'au moment où elle s'est retrouvée en 1917 devant ses rêves presque réalisés. « Nous luttons pour les portes du ciel » avait crié Liebknecht. En 1917, le monde révolutionnaire s'est cru véritablement parvenu devant ses portes. La prophétie de Rosa Luxembourg se réalisait. La révolution se dressera demain de toute sa hauteur avec fracas, et à votre terreur, elle annoncera avec toutes ses trompettes « J'étais, je suis, je serai ». Le mouvement Spartacus a cru toucher à la révolution définitive puisque, selon Marx lui-même, celui-ci devait passer par la révolution russe complétée par une révolution occidentale. Après la révolution de 1917, une Allemagne soviétique aurait ouvert, en effet, les portes du ciel. Mais Spartacus est écrasé, la grève générale française en 1920 échoue, le mouvement révolutionnaire italien est jugulé. Liebknecht reconnaît alors que la révolution n'est pas mûre, le temps n'était pas révolu. Mais aussi, et nous saisissons alors comment la défaite peut surexciter la foi vaincue jusqu'à la transe religieuse, au fracas de l'effondrement économique dont les grondements déjà s'approchent, les troupes endormies de prolétaires se réveilleront comme aux fanfares du jugement dernier et les cadavres des lutteurs assassinés se mettront debout et demanderont compte à ceux qui sont chargés de malédiction. Fin de citation. En attendant, lui-même et Rosa Luxembourg sont assassinés, l'Allemagne va se ruer à la servitude. La révolution russe reste seule, vivante contre son propre système, encore loin des portes célestes avec une apocalypse à organiser. La parousie s'éloigne encore. La foi est intacte, mais elle plie sous une énorme masse de problèmes et de découvertes que le marxisme n'avait pas prévues. La nouvelle Église est à nouveau devant Galilée. Pour conserver sa foi, elle va nier le soleil et humilier l'homme libre. Que dit Galilée en effet à ce moment ? Quelles sont les terreurs démontrées par l'histoire elle-même de la prophétie ? On sait que l'évolution économique du monde contemporain dément d'abord un certain nombre de postulats de Marx. Si la révolution doit se produire à l'extrémité des deux mouvements parallèles, la concentration indéfinie du capital et l'extension indéfinie du prolétariat, elle ne se produira pas ou n'aurait pas dû se produire. Capital et prolétariat ont été également infidèles à Marx. La tendance observée dans l'Angleterre industrielle du XIXe siècle s'est dans certains cas renversée, compliquée dans d'autres. Les crises économiques qui devaient se précipiter se sont au contraire espacées. Le capitalisme a appris le secret de la planification et contribué de son côté à la croissance de l'État Moloch. D'un autre côté, avec la constitution des sociétés par action, le capital, au lieu de se concentrer, a fait naître une nouvelle catégorie de petits possédants, dont le dernier souci est certainement d'encourager les grèves. Les petites entreprises ont été, dans beaucoup de cas, détruites par la concurrence comme le prévoyait Marx, mais la complexité de la production a fait proliférer autour de grandes entreprises une multitude de petites manufactures. En 1938, Ford pouvait annoncer que 5200 ateliers indépendants travaillaient pour lui. La tendance depuis s'est accentuée. Il est attendu que, par la force des choses, Ford coiffe ses entreprises, mais l'essentiel est que ces petits industriels forment une couche sociale intermédiaire qui complique le schéma imaginé par Marx. Enfin, la loi de concentration s'est révélée absolument fausse pour l'économie agricole traitée à la légère par Marx. La lacune est ici d'importance. Sous l'un de ces aspects, l'histoire du socialisme dans notre siècle peut être considérée comme la lutte des mouvements prolétariens contre la classe paysanne. Cette lutte continue sur le plan de l'histoire, la lutte idéologique au XIXe siècle entre le socialisme autoritaire et le socialisme libertaire dont les origines paysannes et artisanales sont évidentes. Marx avait donc dans le matériel idéologique de son temps les éléments d'une réflexion sur le problème paysan. Mais la volonté du système a tout simplifié. Cette simplification devait coûter cher aux koulaks qui constituaient plus de 5 millions d'exceptions historiques ramenées aussitôt par la mort et la déportation dans la règle. La même simplification a détourné Marx du phénomène national au siècle même des nationalistes. Il a cru que par le commerce et l'échange, par la prolétarisation elle-même, les barrières tomberaient. Ce sont les barrières nationales qui ont fait tomber l'idéal prolétarien. La lutte des nationalités s'est révélée au moins aussi importante pour expliquer l'histoire que la lutte des classes, mais la nation ne peut s'expliquer tout entière par l'économie, le système l'a donc ignorée. Le prolétariat, de son côté, ne s'est pas placé dans la ligne. La crainte de Marx s'est d'abord vérifiée. Le réformisme et l'action syndicale ont obtenu une hausse de niveau de vie et une amélioration des conditions de travail. Ces avantages sont très loin de constituer un règlement équitable du problème social.
Mais la misérable condition des ouvriers anglais du textile à l'époque de Marx, loin de se généraliser et de s'aggraver comme il le voulait, s'est au contraire résorbée. Marx ne s'en plaindrait d'ailleurs pas aujourd'hui, l'équilibre se trouvant rétabli par une autre erreur dans ses prédictions. On a pu constater en effet que l'action révolutionnaire ou syndicale la plus efficace a toujours été le fait d'élites ouvrières que la faim ne stérilisait pas. La misère et la dégénérescence n'ont pas cessé d'être ce qu'elles étaient avant Marx et qu'il ne voulait pas, contre toute observation qu'elles fussent. Des facteurs de servitude, non de révolution. Le tiers de l'Allemagne laborieuse était en 1933 au chômage. La société bourgeoise était alors obligée de faire vivre ses chômeurs, réalisant ainsi la condition exigée par Marx pour la Révolution. Mais il n'est pas bon que de futurs révolutionnaires soient mis dans le cas d'attendre leur pain de l'État. Cette habitude forcée en amène d'autres qui le sont moins et que Hitler a mis en doctrine. Enfin, la classe prolétarienne ne s'est pas accrue indéfiniment. Les conditions mêmes de la production industrielle que chaque marxiste devait encourager ont augmenté de façon considérable la classe moyenne et créé même une nouvelle couche sociale, celle des techniciens. L'idéal, cher à Lénine, d'une société où l'ingénieur serait en même temps manœuvre, s'est en tout cas heurté aux faits. Le fait capital est que la technique comme la science, c'est à ce point compliqué qu'il n'est pas possible qu'un seul homme embrasse la totalité de ses principes et de ses applications. Il est presque impossible, par exemple, qu'un physicien d'aujourd'hui ait une vue complète de la science biologique de son temps. À l'intérieur même de la physique, il ne peut prétendre à dominer également tous les secteurs de cette discipline. Il en est de même pour la technique. À partir du moment où la productivité envisagée par les bourgeois et les marxistes comme un bien en elle-même a été développée dans des proportions démesurées, la division du travail dont Marx pensait qu'elle pourrait être évitée est devenue inéluctable. Chaque ouvrier a été amené à effectuer un travail particulier sans connaître le plan général ou s'insérer son ouvrage. Ceux qui coordonnaient les travaux de chacun ont constitué, par leur fonction même, une couche dont l'importance sociale est décisive. Cette ère des technocrates annoncée par Burnham, il est d'une justice élémentaire de rappeler qu'il y a déjà 17 ans que Simone Weil l'a décrite dans une forme que l'on peut considérer comme achevée sans en tirer les conséquences inacceptables de Burnham. Aux deux formes traditionnelles d'oppression qu'a connues l'humanité, par les armes et par l'argent, Simone Weil en ajoute une troisième, l'oppression par la fonction. Citation. « On peut supprimer l'opposition entre acheteurs et vendeurs du travail, écrivait-elle, sans supprimer l'opposition entre ceux qui disposent de la machine et ceux dont la machine dispose. » Fin de citation. La volonté marxiste de supprimer la dégradante opposition du travail intellectuel au travail manuel a buté contre les nécessités de la production que Marx exaltait ailleurs. Marx a prévu sans doute dans le Capital l'importance du directeur au niveau de la concentration maximum du capital, mais il n'a pas cru que cette concentration pourrait survivre à l'abolition de la propriété privée. Division du travail et propriété privée, disait-il, sont des expressions identiques. L'histoire a démontré le contraire. Le régime idéal basé sur la propriété collective voulait se définir par la justice plus l'électricité. Finalement, il n'est plus que l'électricité moins la justice. L'idée d'une mission du prolétariat n'a pu enfin s'incarner jusqu'à présent dans l'histoire. Cela résume l'échec de la prédiction marxiste. La faillite de la Deuxième Internationale a prouvé que le prolétariat était déterminé par autre chose encore que sa condition économique et qu'il avait une patrie. Contrairement à la fameuse formule, dans sa majorité, le prolétariat a accepté ou subi la guerre, a collaboré, bon gré, mal gré, aux fureurs nationalistes de son temps. Marx entendait que les classes ouvrières, avant de triompher, auraient acquis la capacité juridique et politique. Son erreur était seulement de croire que l'extrême misère, et particulièrement la misère industrielle, peut mener à la maturité politique. Il est certain d'ailleurs que la capacité révolutionnaire des masses ouvrières a été freinée par la décapitation de la révolution libertaire pendant et après la Commune. Après tout, le marxisme a dominé facilement le mouvement ouvrier à partir de 1872 à cause sans doute de sa grandeur propre, mais aussi parce que la seule tradition socialiste qui pouvait lui tenir tête a été noyée dans le sang. Il n'y avait pratiquement pas de marxistes parmi les insurgés de 1871. Cette épuration automatique de la révolution s'est poursuivie par les soins des États policiers jusqu'à nos jours. De plus en plus, la révolution s'est trouvée livrée à ses bureaucrates et à ses doctrinaires d'une part, à des masses affaiblies et désorientées d'autre part. Quand on guillotine l'élite révolutionnaire et qu'on laisse vivre Talleyrand, qui s'opposerait à Bonaparte ? Mais à ces raisons historiques s'ajoutent les nécessités économiques. Il faut lire les textes de Simone Weil sur la condition de l'ouvrier d'usine pour savoir à quel degré d'épuisement moral et de désespoir silencieux peut mener la rationalisation du travail. Simone Weil a raison de dire que la condition ouvrière est 2 fois inhumaine, privée d'argent d'abord et de dignité ensuite. Un travail auquel on peut s'intéresser, un travail créateur, même mal payé, ne dégrade pas la vie. Le socialisme industriel n'a rien fait d'essentiel pour la condition ouvrière parce qu'il n'a pas touché au principe même de la production et de l'organisation
l'organisation du travail qu'il a exalté au contraire. Il a pu proposer aux travailleurs une justification historique de même valeur que celle qui consiste à promettre les joies célestes à celui qui meurt à la peine. Il ne lui a jamais rendu la joie du Créateur. La forme politique de la société n'est plus en question à ce niveau, mais le credo d'une civilisation technique de laquelle dépendent également capitalisme et socialisme. Toute pensée qui ne fait pas avancer ce problème ne touche qu'à peine au malheur ouvrier. Par le seul jeu des forces économiques admirées par Marx, le prolétariat a rejeté la mission historique dont Marx justement l'avait chargé. On excuse l'erreur de ce dernier parce que, devant l'avilissement des classes dirigeantes, un homme soucieux de civilisation cherche d'instinct des élites de remplacement. Mais cette exigence n'est pas à elle seule créatrice. La bourgeoisie révolutionnaire a pris le pouvoir en 1789 parce qu'elle l'avait déjà. Le droit, à cette époque, comme le dit Jules Monroe, était en retard sur le fait. Le fait était que la bourgeoisie disposait déjà de postes de commande et de la nouvelle puissance, l'argent. Il n'en est pas de même du prolétariat qui n'a pour lui que sa misère et ses espoirs, et que la bourgeoisie a maintenu dans cette misère. La classe bourgeoise s'est avilie. Par une folie de production et de puissance matérielle, l'organisation même de cette folie ne pouvait créer des élites. La critique de cette organisation et le développement de la conscience révoltée pouvaient au contraire forger une élite de remplacement. Seul le syndicalisme révolutionnaire avec Pelloutier et Sorel s'est engagé dans cette voie et a voulu créer par l'éducation professionnelle et la culture les cadres neufs qu'appelait et qu'appelle encore un monde sans honneur. Mais cela ne pouvait se faire en un jour et les nouveaux maîtres étaient déjà là, qui s'intéressaient à utiliser immédiatement le malheur pour un bonheur lointain plutôt qu'à soulever le plus possible et sans attendre l'affreuse peine des millions d'hommes. Les socialistes autoritaires ont jugé que l'histoire allait trop lentement et qu'il fallait pour la précipiter remettre la mission du prolétariat à une poignée de doctrinaires. Par là même, ils ont été les premiers à nier cette mission. Elle existe pourtant non pas au sens exclusif que lui donnait Marx, mais comme existe la mission de tout groupe humain qui sait tirer fierté et fécondité de son labeur et de ses souffrances. Pour qu'elle se manifeste cependant, il fallait prendre un risque et faire confiance à la liberté et à la spontanéité ouvrière. Le socialisme autoritaire a confisqué au contraire cette liberté vivante au profit d'une liberté idéale encore à venir. Ce faisant, qu'il l'ait voulu ou non, il a renforcé l'entreprise d'asservissement commencée par le capitalisme d'usine. Par l'action conjuguée de ces deux facteurs et pendant 150 ans, sauf dans le Paris de la Commune, dernier refuge de la révolution révoltée, le prolétariat n'a pas eu d'autre mission historique que d'être trahi. Les prolétaires se sont battus et sont morts pour donner le pouvoir à des militaires ou des intellectuels futurs militaires qui les asservissaient à leur tour. Cette lutte a pourtant été leur dignité, reconnue par tous ceux qui ont choisi de partager leur espoir et leur malheur. Mais cette dignité a été conquise contre le clan des maîtres anciens et nouveaux. Elle les nie au moment même où ils osent l'utiliser. D'une certaine manière, elle annonce leur crépuscule. Les prédictions économiques de Marx ont donc été au moins mises en question par la réalité. Ce qui reste vrai dans sa vue du monde économique est la constitution d'une société définie de plus en plus par le rythme de production. Mais il a partagé cette conception dans l'enthousiasme de son siècle avec l'idéologie bourgeoise. Les illusions bourgeoises concernant la science et le progrès technique, partagées par les socialistes autoritaires, ont donné naissance à la civilisation des dompteurs de machines qui peut, par la concurrence et la domination, se séparer en blocs ennemis, mais qui, sur le plan économique, est soumise aux mêmes lois. Accumulation du capital, production rationalisée et sans cesse accrue. La différence politique qui touche à la plus ou moins grande omnipotence de l'État est appréciable, mais pourrait être réduite par l'évolution économique. Seule la différence des morales, la vertu formelle s'opposant au cynisme historique paraît solide. Mais l'impératif de la production domine les deux univers et n'en fait sur le plan économique qu'un seul monde. De toute manière, si l'impératif économique n'est plus niable, ses conséquences ne sont pas celles que Marx avait imaginé. Économiquement, le capitalisme est oppresseur par le phénomène de l'accumulation. Il opprime par ce qu'il est, il accumule pour accroître ce qu'il est, exploite d'autant plus et, à mesure, accumule encore. Marx n'imaginait pas de fin à ce cercle infernal que la Révolution. À ce moment, l'accumulation ne serait nécessaire que dans une faible mesure pour garantir les œuvres sociales. Mais la Révolution s'industrialise à son tour et s'aperçoit alors que l'accumulation tient à la technique même et non au capitalisme que la machine, enfin, appelle la machine. Toute collectivité en lutte a besoin d'accumuler au lieu de distribuer ses revenus. Elle accumule pour s'accroître et accroître sa puissance. Bourgeoise ou socialiste, elle renvoie la justice à plus tard, au profit de la seule puissance. Mais la puissance s'oppose à d'autres puissances
Elle s'équipe, elle s'arme parce que les autres s'arment et s'équipent. Elle ne cesse pas d'accumuler et ne cessera jamais qu'à partir du jour peut-être où elle régnera seule sur le monde. Pour cela d'ailleurs, il lui faut passer par la guerre. Jusqu'à ce jour, le prolétaire ne reçoit qu'à peine ce qu'il lui faut pour sa grande subsistance. La révolution s'oblige à construire à grands frais d'hommes l'intermédiaire industriel et capitaliste que son propre système exigeait. La rente est remplacée par la peine de l'homme, l'esclavage est alors généralisé, les portes du ciel restent fermées. Telle est la loi économique d'un monde qui vit du culte de la production, et la réalité est encore plus sanglante que la loi, la révolution dans l'impasse où l'ont engagé ses ennemis bourgeois et ses partisans nihilistes et l'esclavage. À moins de changer de principe et de voie, elle n'a pas d'autre issue que les révoltes serviles écrasées dans le sang ou le hideux espoir du suicide atomique. La volonté de puissance, la lutte nihiliste pour la domination et le pouvoir ont fait mieux que balayer l'utopie marxiste. Celle-ci est devenue à son tour un fait historique destiné à être utilisé comme les autres. Elle qui voulait dominer l'histoire s'y est perdue, à servir tous les moyens, a été réduite à l'état de moyens et cyniquement manœuvrée pour la plus banale et la plus sanglante des fins. Le développement ininterrompu de la production n'a pas ruiné le régime capitaliste au profit de la révolution, il a ruiné également la société bourgeoise et la société révolutionnaire au profit d'une idole qui a le mufle de la puissance. Comment un socialisme qui se disait scientifique a-t-il pu se heurter ainsi aux faits ? La réponse est simple, il n'était pas scientifique. Son échec tient au contraire à une méthode assez ambiguë pour se vouloir en même temps déterministe et prophétique, dialectique et dogmatique. Si l'esprit n'est que le reflet des choses, il ne peut en devancer la marche sinon par l'hypothèse. Si la théorie est déterminée par l'économie, elle peut décrire le passé de la production, non son avenir qui reste seulement probable. La tâche du matérialisme historique ne peut être que d'établir la critique de la société présente. Il ne saurait faire de la société future sans faillir à l'esprit scientifique que des suppositions. Au reste, n'est-ce pas pour cela que son livre fondamental s'appelle Le Capital et non La Révolution ? Marx et les marxistes se sont laissés aller à prophétiser l'avenir et le communisme au détriment de leurs postulats et de la méthode scientifique. Cette prédiction ne pouvait être scientifique, au contraire, qu'en cessant de prophétiser dans l'absolu. Le marxisme n'est pas scientifique, il est au mieux scientiste. Il fait éclater le divorce profond qui s'est établi entre la raison scientifique, fécond instrument de recherche, de pensée et même de révolte, et la raison historique, inventée par l'idéologie allemande dans sa négation de tout principe. La raison historique n'est pas une raison qui, selon sa fonction propre, juge le monde. Elle le mène en même temps qu'elle prétend le juger. Ensevelie dans l'événement, elle le dirige. Elle est à la fois pédagogique et conquérante. Ces mystérieuses description recouvre d'ailleurs la réalité la plus simple. Si l'on réduit l'homme à l'histoire, il n'est pas d'autre choix que de sombrer dans le bruit et la fureur d'une histoire démentielle ou de donner à cette histoire la forme de la raison humaine. L'histoire du nihilisme contemporain n'est donc qu'un long effort pour donner, par les seules forces de l'homme et par la force tout court, un ordre à une histoire qui n'en a plus. Cette pseudo-raison finit par s'identifier alors avec la ruse et la stratégie en attendant de culminer dans l'empire idéologique. Que viendrait faire ici la science ? Rien n'est moins conquérant que la raison. On ne fait pas l'histoire avec des scrupules scientifiques, on se condamne même à ne pas le faire à partir du moment où l'on prétend s'y conduire avec l'objectivité des scientifiques. La raison ne se prêche pas, ou si elle prêche, elle n'est plus la raison. C'est pourquoi la raison historique est une raison irrationnelle et romantique qui rappelle parfois la systématisation de l'obsédé, l'affirmation mystique du verbe d'autrefois. Le seul aspect vraiment scientifique du marxisme se trouve dans son refus préalable des mythes et dans la mise au jour des intérêts les plus crus. Mais, à ce compte, Marx n'est pas plus scientifique que La Rochefoucauld et, justement, cette attitude est celle qu'il abandonne dès qu'il entre dans la prophétie. On ne s'étonnera donc pas que, pour rendre le marxisme scientifique et maintenir cette fiction utile au siècle de la science, il ait fallu au préalable rendre la science marxiste par la terreur. Le progrès de la science depuis Marx a consisté, en gros, à remplacer le déterminisme et le mécanisme assez grossier de son siècle par un probabilisme provisoire. Marx écrivait à Engels que la théorie de Darwin constituait la base même de la théorie. Pour que le marxisme restât infaillible, il a donc fallu nier les découvertes biologiques depuis Darwin. Comme il se trouve que ces découvertes, depuis la mutation brusque constatée par De Vries, ont consisté à introduire contre le déterminisme la notion de hasard en biologie, il a fallu charger Lysenko de discipliner les chromosomes et de démontrer à nouveau le déterminisme le plus élémentaire. Cela est ridicule, mais que l'on donne une police à M. Homais, il ne sera plus ridicule, et voici le XXe siècle.
Pour cela, le XXe siècle devra nier aussi le principe d'indétermination en physique, la relativité restreinte, la théorie des quanta et enfin la tendance générale de la science contemporaine. Le marxisme n'est aujourd'hui scientifique qu'à condition de l'être contre Heisenberg, Bohr, Einstein et le plus grand savant de ce temps. Après tout, le principe qui consiste à ramener la raison scientifique au service d'une prophétie n'a rien de mystérieux. Il s'est déjà appelé le principe d'autorité. C'est lui qui guide les églises lorsqu'elles veulent asservir la vraie raison à la fois morte et la liberté de l'intelligence au maintien de la puissance temporelle. Finalement, de la prophétie de Marx dressée désormais contre ces deux principes, l'économie et la science, il ne reste que l'annonce passionnée d'un événement à très long terme. Le seul recours des marxistes consiste à dire que les délais sont simplement plus longs et qu'il faut s'attendre que la fin justifie tout, un jour encore invisible. Autrement dit, nous sommes dans le purgatoire et on nous promet qu'il n'y aura pas d'enfer. Le problème qui se pose alors est d'un autre ordre. Si la lutte d'une ou deux générations au long d'une évolution économique forcément favorable suffit à amener la société sans classe, le sacrifice devient concevable pour le militant. L'avenir a pour lui un visage concret, celui de son petit enfant par exemple. Mais si le sacrifice de plusieurs générations n'ayant pas suffi, nous devons maintenant aborder une période infinie de lutte universelle 1000 fois plus destructrice. Il faut alors les certitudes de la foi pour accepter de mourir et de donner la mort. Simplement, cette foi nouvelle n'est pas plus fondée en raison pure que les anciennes. Comment imaginer en effet cette fin de l'histoire ? Marx n'a pas repris les termes de Hegel. Il a dit assez obscurément que le communisme n'était qu'une forme nécessaire de l'avenir humain, qu'il n'était pas tout l'avenir, mais ou bien le communisme ne termine pas l'histoire des contradictions et de la douleur, on ne voit plus alors comment justifier tant d'efforts et de sacrifices, ou il la termine, on ne peut plus imaginer la suite de l'histoire que comme la marche vers cette société parfaite. Une notion mystique s'introduit alors arbitrairement dans une description qui se veut scientifique. La disparition finale de l'économie politique, thème favori de Marx et d'Engels, signifie la fin de toute douleur. L'économie en effet coïncide avec la peine et le malheur de l'histoire qui disparaissent avec elle. Nous sommes dans l'Éden. On ne fait pas avancer le problème en déclarant qu'il ne s'agit pas de la fin de l'histoire, mais du saut dans une autre histoire. Cette autre histoire, nous ne pouvons l'imaginer que selon notre propre histoire. À elles deux, pour l'homme, elles n'en sont qu'une. Cette autre histoire pose d'ailleurs le même dilemme, ou bien elle n'est pas la révolution, ou bien elle n'est pas la résolution des contradictions et nous souffrons, mourons et tuons pour presque rien, ou elle est la résolution des contradictions et elle termine pratiquement notre histoire. Le marxisme ne se justifie à ce stade que par la cité définitive. Cette cité des fins a-t-elle alors un sens ? Elle en a un dans l'univers sacré une fois admis le postulat religieux. Le monde a été créé, il aura une fin. Adam a quitté l'Éden, l'humanité doit y revenir. Il n'en a pas dans l'univers historique si l'on admet le postulat dialectique. La dialectique appliquée correctement ne doit pas s'arrêter. Les termes antagonistes d'une situation historique peuvent se nier les uns les autres, puis se surmonter dans une nouvelle synthèse, mais il n'y a pas de raison pour que cette synthèse nouvelle soit supérieure aux premières. Ou plutôt, il n'y a de raison à cela que si l'on impose arbitrairement un terme à la dialectique. Si donc l'on y introduit un jugement de valeur venu de dehors, si la société sans classe termine l'histoire, alors en effet la société capitaliste est supérieure à la société féodale dans la mesure où elle rapproche encore l'avènement de cette société sans classe. Mais si l'on admet le postulat dialectique, il faut l'admettre entièrement. De même qu'à la société des ordres a succédé une société sans ordre mais avec classe, il faut dire qu'à la société des classes succédera une société sans classe mais animée par un nouvel antagonisme encore à définir. Un mouvement auquel on refusera un commencement ne peut avoir de fin. Si le socialisme, dit un essayiste libertaire, est un éternel devenir, ses moyens sont sans fin. Exactement, il n'a pas de fin. Il n'a que des moyens qui ne sont garantis par rien s'ils ne le sont par une valeur étrangère au devenir. En ce sens, il est juste de remarquer que la dialectique n'est pas et ne peut pas être révolutionnaire. Elle est seulement, selon notre point de vue, nihiliste, pur mouvement qui vise à nier tout ce qui n'est pas lui-même. Il n'y a donc dans cet univers aucune raison d'imaginer la fin de l'histoire, et pourtant, la seule justification des sacrifices demandés au nom du marxisme à l'humanité. Mais elle n'a pas d'autre fondement raisonnable qu'une pétition de principe qui introduit dans l'histoire le royaume qu'on voulait unique et suffisant, une valeur étrangère à l'histoire. Comme cette valeur est en même temps étrangère à la morale, elle n'est pas à proprement parler une valeur sur laquelle on puisse régler sa conduite. Elle est un dogme sans fondement qu'on peut faire sien dans le mouvement désespéré d'une
pensée qui étouffe de solitude ou de nihilisme, ou qu'on se verra imposer par ceux à qui le dogme profite. La fin de l'histoire n'est pas une valeur d'exemple et de perfectionnement. Elle est un principe d'arbitraire et de terreur. Marx a reconnu que toutes les révolutions jusqu'à lui avaient échoué, mais il a prétendu que la révolution qu'il annonçait devait réussir définitivement. Le mouvement ouvrier jusqu'ici a vécu sur cette affirmation que les faits n'ont cessé de démentir et dont il est temps de dénoncer tranquillement le mensonge. À mesure que la parousie s'éloignait, l'affirmation du royaume final, affaiblie en raison, est devenue article de foi. La seule valeur du monde marxiste réside désormais, malgré Marx, dans un dogme imposé à tout un empire idéologique. Le royaume des fins est utilisé comme la morale éternelle et le royaume des cieux à des fins de mystification sociale. Elia Lévy se déclarait hors d'état de dire si le socialisme allait conduire à la République suisse universalisée ou au césarisme européen. Nous sommes désormais mieux renseignés, les prophéties de Nietzsche sur ce point au moins sont justifiées. Le marxisme s'illustre désormais contre lui-même et par une logique inévitable dans le césarisme intellectuel dont il nous faut entreprendre enfin la description. Dernier représentant de la lutte de la justice contre la grâce, il prend en charge, sans l'avoir voulu, la lutte de la justice contre la vérité. Comment vivre sans la grâce, c'est la question qui domine le XIXe siècle. Par la justice, ont répondu tous ceux qui ne voulaient pas accepter le nihilisme absolu. Au peuple qui désespérait du royaume des cieux, ils ont promis le royaume de l'homme. La prédication de la cité humaine s'est accélérée jusqu'à la fin du XIXe siècle, où elle est devenue proprement visionnaire et a mis les certitudes de la science au service de l'utopie. Mais le royaume s'est éloigné, de prodigieuses guerres ont ravagé la plus vieille des terres, le sang des révoltes a couvert les murs des villes, et la justice totale ne s'est pas rapprochée. La question du XXe siècle, dont les terroristes de 1905 sont morts et qui déchire le monde contemporain, s'est peu à peu précisée. Comment vivre sans grâce et sans justice ? À cette question, seul le nihilisme et non la révolte a répondu. Seul jusqu'à présent il a parlé, reprenant la formule des révoltés romantiques, frénésie. La frénésie historique s'appelle la puissance, la volonté de puissance est venue relayer la volonté de justice, faisant mine d'abord de s'identifier avec elle, et puis la reléguant quelque part au bout de l'histoire, en attendant que rien sur la terre ne reste à dominer. La conséquence idéologique a triomphé. Alors de la conséquence économique, l'histoire du communisme russe fait le démenti de ses principes. Nous retrouvons au bout de ce long chemin la révolte métaphysique, qui avance cette fois dans le tumulte des armes et des mots d'ordre, mais oublieuse de ses vrais principes, enfouissant sa solitude au sein de foules armées, couvrant ses négations d'une scolastique obstinée, tournée encore vers l'avenir dont elle a fait désormais un seul Dieu, mais séparée de lui par une foule de nations à abattre et de continents à dominer. L'action pour principe unique, le règne de l'homme pour alibi. Elle a déjà commencé à creuser son camp retranché à l'est de l'Europe face à d'autres camps retranchés. Le royaume des fins. Marx n'imaginait pas une si terrifiante apothéose. Lénine non plus, qui, pourtant, a fait un pas décisif vers l'empire militaire. Aussi bon stratège qu'il était médiocre philosophe, il s'est posé d'abord le problème de la prise de pouvoir. Notons tout de suite qu'il est tout à fait faux de parler, comme on le fait du jacobinisme de Lénine. Seule son idée de la fraction d'agitateurs et de révolutionnaires est jacobine. Les jacobins croyaient aux principes et à la vertu, ils sont morts d'avoir à les nier. Lénine ne croit qu'à la révolution et à la vertu d'efficacité. Citation. « Il faut être prêt à tous les sacrifices, user s'il le faut de tous les stratagèmes, de ruses, de méthodes illégales, être décidé à sceller la vérité, à seule fin de pénétrer dans les syndicats et d'y accomplir malgré tout la tâche communiste. » Fin de citation. La lutte contre la morale formelle inaugurée par Hegel et Marx se retrouvent chez lui dans la critique des attitudes révolutionnaires inefficaces. L'Empire était au bout de ce mouvement. Si l'on prend les deux œuvres qui sont au début et à la fin de sa carrière d'agitateur, on est frappé de voir qu'il n'a cessé de lutter sans merci contre les formes sentimentales de l'action révolutionnaire. Il a voulu chasser la morale de la révolution parce qu'il croyait, à juste titre, que le pouvoir révolutionnaire ne s'établit pas dans le respect des 10 commandements. Quand il arrive, après les premières expériences sur la scène d'une histoire où il devait jouer un si grand rôle, à le voir prendre avec une si naturelle liberté le monde tel que l'ont fabriqué l'idéologie et l'économie du siècle précédent, il semble être le premier homme d'un nouvel âge. Indifférent à l'inquiétude, aux nostalgies, à la morale, il se met aux commandes, cherche le meilleur régime du moteur et décide que telle vertu convient au conducteur de l'histoire et telle autre non.
Il tâtonne un peu au début, hésite sur le point de savoir si la Russie doit passer d'abord par le stade capitaliste et industriel, mais cela revient à douter que la révolution puisse avoir lieu en Russie. Lui est russe, sa tâche est de faire la révolution russe. Il jette par-dessus bord le fatalisme économique et se met à l'action. Il déclare nettement, dès 1902, que les ouvriers n'élaborent pas d'eux-mêmes une idéologie indépendante. Il nie la spontanéité des masses. La doctrine socialiste suppose une base scientifique que seuls peuvent lui donner les intellectuels. Quand il dit qu'il faut effacer toute distinction entre ouvriers et intellectuels, il faut traduire qu'on peut ne pas être prolétaire et connaître mieux que les prolétaires les intérêts du prolétariat. Il félicite donc Lassalle d'avoir mené une lutte acharnée contre la spontanéité des masses. La théorie, dit-il, doit se soumettre à la spontanéité. En clair, cela veut dire que la révolution a besoin de chefs et de chefs théoriciens. Il combat à la fois le réformisme coupable de détendre la force révolutionnaire et le terrorisme, attitude exemplaire et inefficace. La révolution, avant d'être économique ou sentimentale, est militaire. Jusqu'au jour où elle éclatera, l'action révolutionnaire se confond avec la stratégie. L'autocratie est l'ennemi, sa force principale, la police, corps professionnel de soldats politiques. La conclusion est simple, la lutte contre la police politique exige des qualités spéciales, exige des révolutionnaires de profession. La révolution aura son armée de métiers à côté de la masse qu'on peut appeler un jour à la conscription. Ce corps d'agitateurs doit être organisé avant la masse elle-même. Un réseau d'agents, telle est l'expression de Lénine, qui annonce ainsi le règne de la société secrète et des moines réalistes de la révolution. Citation. « Nous sommes les jeunes Turcs de la Révolution, disait-il, avec quelque chose de jésuite en plus. » Fin de citation. Le prolétariat n'a plus de mission à partir de cet instant. Il n'est qu'un moyen puissant parmi d'autres aux mains d'ascètes révolutionnaires. Le problème de la prise de pouvoir entraîne celui de l'État. L'État et la Révolution, 1917, qui traite de ce sujet, est le plus curieux et le plus contradictoire des libelles. Lénine y use de sa méthode favorite qui est d'autorité. À l'aide de Marx et d'Engels, il commence par s'élever contre tout conformisme qui prétendrait utiliser l'État bourgeois organisme de domination d'une classe sur l'autre. L'État bourgeois repose sur la police et sur l'armée parce qu'il est d'abord un instrument d'oppression. Il reflète à la fois l'antagonisme inconciliable des classes et la réduction forcée de cet antagonisme. Cette autorité de fait ne mérite que le mépris. Même le chef du pouvoir militaire d'un État civilisé pourrait envier le chef du clan que la société patriarcale, entourée d'un respect volontaire et non imposé par le bâton, disait-il. Engels a établi fermement d'ailleurs que la notion d'État et celle de société libre sont inconciliables. Citation. « Les classes disparaîtront aussi inéluctablement qu'elles sont apparues. Avec la disparition des classes, disparaîtra inéluctablement l'État. La société qui réorganisera la production sur la base de l'association libre et égale des producteurs reléguera la machine d'État à la place qui lui convient, au musée des Antiquités à côté du rouet et de la hache de bronze. » Fin de citation. Cela explique sans doute que des lecteurs distraits aient mis l'État et la Révolution au compte des tendances anarchistes de Lénine et se soient apitoyés sur la postérité singulière d'une doctrine si sévère pour l'armée, la police, le bâton et la bureaucratie. Mais les points de vue de Lénine, pour être compris, doivent toujours s'entendre en termes de stratégie. S'il défend avec tant d'énergie la thèse d'Engels sur la disparition de l'État bourgeois, c'est qu'il veut, d'une part, faire obstacle au pur économisme de Plekhanov et de Kautsky, d'autre part démontrer que le gouvernement Kerensky est un gouvernement bourgeois qu'il faut détruire. Un mois plus tard, d'ailleurs, il le détruira. Il fallait répondre aussi à ceux qui objectaient que la révolution elle-même aurait besoin d'un appareil administratif et répressif. Là encore, Marx et Engels sont largement utilisés pour prouver d'autorité, que l'État prolétaire n'est pas un État organisé comme les autres, mais un État qui, par définition, ne cesse de dépérir. Citation. « Dès qu'il n'y a plus de classe sociale à maintenir opprimée, un État cesse d'être nécessaire. Le premier acte par lequel l'État prolétarien s'affirme réellement comme le représentant de la société tout entière, la prise de possession des moyens de production de la société, et, en même temps, le dernier acte propre de l'État. Au gouvernement des personnes se substitue l'administration des choses. L'État n'est pas aboli, il disparaît. » L'État bourgeois est d'abord supprimé par le prolétariat, mais ensuite seulement l'État prolétarien se résorbe. La dictature du prolétariat est nécessaire, premièrement pour opprimer ou supprimer ce qui reste de la classe bourgeoise, deuxièmement pour réaliser la socialisation des moyens de production. Ces deux tâches accomplies, elles commencent aussitôt à dépérir.
Lénine part donc du principe clair et ferme que l'État meurt dès que la socialisation des moyens de production est opérée, la classe d'exploiteurs étant alors supprimée. Et pourtant, dans le même libelle, il aboutit à légitimer le maintien, après la socialisation des moyens de production et sans terme prévisible de la dictature, d'une fraction révolutionnaire sur le reste du peuple. Le pamphlet, qui prend pour référence constante l'expérience de la Commune, contredit absolument le courant d'idées fédéralistes et anti-autoritaires qui a produit la Commune. Il s'oppose aussi bien à la description optimiste de Marx et d'Engels. La raison en est claire, Lénine n'a pas oublié que la Commune avait échoué. Quant aux moyens d'une si surprenante démonstration, ils sont encore plus simples. À chaque nouvelle difficulté rencontrée par la Révolution, on donne une attribution supplémentaire à l'État, décrit par Marx. 10 pages plus loin, sans transition, Lénine affirme en effet que le pouvoir est nécessaire pour réprimer la résistance des exploiteurs, et aussi pour diriger la grande masse de la population paysanne, petite bourgeoise, semi-prolétaire, dans l'aménagement de l'économie socialiste. Fin de citation. Le tournant ici est incontestable. L'État provisoire de Marx et Engels se voit chargé d'une nouvelle mission qui risque de lui donner longue vie. Nous trouvons déjà la contradiction du régime stalinien aux prises avec sa philosophie officielle. Ou bien ce régime a réalisé la société socialiste, sans classe, et le maintien d'un formidable appareil de répression ne se justifie pas en termes marxistes, ou il ne l'a pas réalisé. La preuve est faite alors que la doctrine marxiste est erronée et qu'en particulier la socialisation des moyens de production ne signifie pas la disparition des classes. En face de sa doctrine officielle, le régime est contraint de choisir. Elle est fausse ou il la trahit. En fait, avec Netchaïev et Tkachev, c'est Lassalle, inventeur du socialisme d'État, que Lénine a fait triompher en Russie contre Marx. À partir de ce moment, l'histoire des luttes intérieures du parti de Lénine à Staline se résumera dans la lutte entre la démocratie ouvrière et la dictature militaire et bureaucratique. La justice, enfin, et l'efficacité. On doute un moment si Lénine ne va pas trouver une sorte de conciliation en le voyant faire l'éloge des mesures prises par la Commune, fonctionnaires éligibles, révocables, rétribués comme les ouvriers, remplacement de la bureaucratie industrielle par la gestion ouvrière directe. Un Lénine fédéraliste apparaît même qui loue l'institution des communes et leur représentation. Mais on comprend rapidement que ce fédéralisme n'est prôné que dans la mesure où il signifie l'abolition du parlementarisme. Lénine, contre toute vérité historique, le qualifie de centralisme et met aussitôt l'accent sur l'idée de la dictature prolétarienne, reprochant aux anarchistes leur intransigeance en ce qui concerne l'État. Ici intervient, appuyé sur Engels, une nouvelle affirmation qui justifie le maintien de la dictature du prolétariat, après la socialisation, la disparition de la classe bourgeoise et même la direction, enfin, obtenue de la masse. Le maintien de l'autorité aura pour limite maintenant celles qui lui sont tracées par les conditions mêmes de la production. Par exemple, le dépérissement achevé de l'État coïncidera avec le moment où les logements pourront être fournis à tous gratuitement. C'est la phase supérieure du communisme, à chacun selon ses besoins. Jusque-là, il y aura l'État. Quelle sera la rapidité du développement vers cette phase supérieure du communisme où chacun prendra selon ses besoins ? Cela, nous ne le savons pas et nous ne pouvons pas le savoir, dit-il. Nous n'avons pas de données nous permettant de trancher ces questions. Fin de citation. Pour plus de clarté, Lénine affirme toujours arbitrairement qu'il n'est venu à l'esprit d'aucun socialiste de promettre l'avènement de la phase supérieure du communisme. Fin de citation. On peut dire qu'à cet endroit meurt définitivement la liberté. Du règne de la masse de la notion de révolution prolétarienne, on passe d'abord à l'idée d'une révolution faite et dirigée par des agents professionnels. La critique impitoyable de l'État se concilie ensuite avec les nécessaires mais provisoires dictatures du prolétariat en la personne de ses chefs. Pour finir, on annonce qu'on ne peut prévoir le terme de cet État provisoire et qu'au surplus, personne ne s'est jamais visé de promettre qu'il y aurait un terme. Après cela, il est logique que l'autonomie des soviets soit combattue, Marno trahi et les marins de Kronstadt écrasés par le parti. Certes, bien des affirmations de Lénine, amants passionnés de la justice, peuvent encore être opposés au régime stalinien, principalement la notion de dépérissement. Même si l'on admet que l'État prolétarien ne puisse avant longtemps disparaître, il faut encore, selon la doctrine, pour qu'il puisse se dire prolétarien, qu'il tende à disparaître et deviennent de moins en moins contraignants. Il est sûr que Lénine croyait cette tendance inévitable et qu'en cela il a été dépassé. L'État prolétarien, depuis plus de 30 ans, n'a donné aucun signe d'anémie progressive. On retiendra au contraire sa prospérité croissante. 2 ans plus tard, au demeurant, dans une conférence à l'université de Sverdlov, sous la pression des événements extérieurs et des réalités intérieures, Lénine donnera une précision qui laisse prévoir le maintien indéfini du super-État prolétarien.
Avec cette machine ou cette massue, nous écraserons toute exploitation et lorsque sur Terre il n'y aura plus de possibilités d'exploitation, plus de gens possédant des terres et des fabriques, plus de gens se gavant au nez des affamés, lorsque de pareilles choses seront impossibles, alors seulement nous mettrons cette machine au rencard, alors il n'y aura ni État ni exploitation. » Fin de citation. Aussi longtemps qu'il y aura sur Terre, et non plus dans une société donnée, un opprimé ou un prolétaire, aussi longtemps l'État se maintiendra donc. Il sera aussi longtemps obligé de s'accroître pour vaincre une à une les injustices, les gouvernements de l'injustice, les nations obstinément bourgeoises, les peuples aveuglés sur leurs propres intérêts. Et quand, sur la terre enfin soumise et purgée d'adversaires, la dernière iniquité aura été noyée dans le sang des justes et des injustes, alors l'État parvenu à la limite de toute la puissance, idole monstrueuse couvrant le monde entier, se résorbera sagement dans la cité silencieuse de la justice. Sous la pression pourtant inévitable des impérialismes adverses, naît en réalité avec Lénine l'impérialisme de la justice. Mais l'impérialisme même de la justice n'a d'autre fin que la défaite ou l'empire du monde. Jusque-là, il n'a d'autre moyen que l'injustice. Dès lors, la doctrine s'identifie définitivement à la prophétie. Pour une justice lointaine, elle légitime l'injustice pendant tout le temps de l'histoire, elle devient cette mystification que Lénine détestait plus que tout au monde. Elle fait accepter l'injustice, le crime et le mensonge par la promesse du miracle. Encore plus de production et encore plus de pouvoir, le travail ininterrompu, la douleur incessante, la guerre permanente, et un moment viendra où le servage généralisé dans l'empire total se changera merveilleusement en son contraire, le loisir libre dans une république universelle. La mystification pseudo-révolutionnaire a maintenant sa formule. Il faut tuer toute liberté pour conquérir l'empire, et l'empire un jour sera la liberté. Le chemin de l'unité passe alors par la totalité. La totalité et le procès. La totalité n'est en effet rien d'autre que le vieux rêve d'unité commun aux croyants et aux révoltés, mais projeté horizontalement sur une terre privée de Dieu. Renoncer à toute valeur revient alors à renoncer à la révolte pour accepter l'empire et l'esclavage. La critique des valeurs formelles ne pouvait épargner l'idée de la liberté. Une fois reconnue l'impossibilité de faire naître par la seule force de la révolte l'individu libre dont rêvaient les romantiques, la liberté a été elle aussi incorporée au mouvement de l'histoire. Elle est devenue liberté en lutte qui, pour être, doit se faire. Identifiée au dynamisme de l'histoire, elle ne pourra jouir d'elle-même que lorsque l'histoire s'arrêtera dans la cité universelle. Jusque-là, chacune de ces victoires suscitera une contestation qui la rendra vaine. La nation allemande se libère de ses oppresseurs alliés, mais au prix de la liberté de chaque Allemand. Les individus en régime totalitaire ne sont pas libres, quoique l'homme collectif soit libéré. À la fin, quand l'Empire affranchira l'espèce entière, la liberté régnera et des troupeaux d'esclaves qui, du moins, seront libres par rapport à Dieu et, en général, à toute transcendance. Le miracle dialectique, la transformation de la quantité en qualité s'éclaire ici. On choisit d'appeler liberté la servitude totale. Comme d'ailleurs dans tous les exemples cités par Hegel et Marx, il n'y a nullement transformation objective, mais changement subjectif de dénomination. Il n'y a pas de miracle. Si le seul espoir du nihilisme est que des millions d'esclaves puissent un jour constituer une humanité à jamais affranchie, l'histoire n'est qu'un mensonge désespéré. La pensée historique devait délivrer l'homme de la suggestion divine, mais cette libération exige de lui la soumission la plus absolue au devenir. On court alors à la permanence du parti comme on se jetait sous l'autel. C'est pourquoi l'époque qui ose se dire la plus révoltée n'offre à choisir que des conformismes. La vraie révolte du XXe siècle, c'est la servitude. Mais la liberté totale n'est pas plus avisée à conquérir que la liberté individuelle. N'est pas plus aisée à conquérir que la liberté individuelle. Pour assurer l'empire de l'homme sur le monde, il faut retrancher du monde et de l'homme tout ce qui échappe à l'empire, tout ce qui n'est pas du règne de la quantité. Cette entreprise est infinie. Elle doit s'étendre à l'espace, au temps et aux personnes qui font les trois dimensions de l'histoire. L'Empire est en même temps guerre, obscurantisme et tyrannie, affirmant désespérément qu'il sera fraternité, vérité et liberté. La logique de ces postulats l'y oblige. Il y a sans doute dans la Russie d'aujourd'hui, et même dans son communisme, une vérité qui nie l'idéologie stalinienne. Mais celle-ci a sa logique qu'il faut isoler et mettre en avant si l'on veut que l'esprit révolutionnaire échappe enfin à la déchéance définitive. L'intervention cynique des armées occidentales contre la révolution soviétique a montré, entre autres choses, aux révolutionnaires russes que la guerre et le nationalisme étaient des réalités au même titre que la lutte des classes, faute d'une solidarité internationale des prolétaires et qui joua automatiquement. Aucune révolution intérieure ne pouvait s'estimer viable sans qu'un ordre international fût créé. De ce jour, il fallut admettre que la cité universelle ne pourrait se construire qu'à deux conditions. Ou bien des révolutions quasi simultanées dans tous les grands pays, ou bien la liquidation par la guerre des nations bourgeoises. La révolution en permanence ou la guerre en permanence.
Le premier point de vue a failli triompher, on le sait. Les mouvements révolutionnaires d'Allemagne, d'Italie et de France ont marqué le point le plus haut de l'espoir révolutionnaire. Mais l'écrasement de ces révolutions et le renforcement consécutif des régimes capitalistes ont fait de la guerre la réalité de la révolution. La philosophie des Lumières aboutit alors à l'Europe du couvre-feu. Par la logique de l'histoire et de la doctrine, la cité universelle qui devait être réalisée dans l'insurrection spontanée des humiliés a été peu à peu recouverte par l'empire imposé par les moyens de la puissance. Engels, approuvé par Marx, avait accepté froidement cette perspective quand il écrivait en réponse à l'appel aux Slaves de Bakounine. La prochaine guerre mondiale fera disparaître de la surface de la Terre non seulement des classes et des dynasties réactionnaires, mais encore des peuples réactionnaires entiers. Cela fait partie aussi du progrès. » Fin de citation. Ce progrès-là, dans l'esprit d'Engels, devait éliminer la Russie des tsars. Aujourd'hui, la nation russe a renversé la direction du progrès. La guerre froide est tiède et la servitude de l'empire mondial. Mais, devenue impériale, la révolution est dans une impasse. Si elle ne renonce pas à ses principes faux pour retourner aux sources de la révolte, elle signifie simplement le maintien pour plusieurs générations et jusqu'à la décomposition spontanée du capitalisme d'une dictature totale sur des centaines de millions d'hommes ou, si elle veut précipiter l'avènement de la cité humaine, la guerre atomique dont elle ne veut pas et après laquelle toute cité, au demeurant, ne rayonnerait que sur des ruines définitives. La révolution mondiale, par la loi même de cette histoire qu'elle a imprudemment défiée, est condamnée à la police ou à la bombe. Du même coup, elle se trouve placée dans une contradiction supplémentaire. Le sacrifice de la morale et de la vertu, l'acceptation de tous les moyens qu'elle a constamment justifiés par la fin poursuivie, ne s'accepte à la rigueur qu'en fonction d'une fin dont la probabilité est raisonnable. La paix armée suppose par le maintien indéfini de la dictature la négation indéfinie de cette fin. Le danger de guerre, de plus, affecte cette fin d'une probabilité dérisoire. L'extension de l'Empire sur l'espace mondial est une nécessité inévitable pour la révolution du XXe siècle. Mais cette nécessité la place devant un dernier dilemme, se forger de nouveaux principes ou renoncer à la justice et à la paix dont elle voulait le règne définitif. En attendant de dominer l'espace, l'Empire se voit contraint aussi de régner sur le temps. Niant toute vérité stable, il faut aller jusqu'à nier la forme la plus basse de la vérité, celle de l'histoire. Il a transporté la révolution encore impossible à l'échelle du monde dans le passé qu'il s'attache à nier. Cela même, aussi bien, est logique, toute cohérence qui ne soit pas purement économique du passé à l'avenir humain, suppose une constante qui, à son tour, pourrait faire penser à une autre nature humaine. La cohérence profonde que Marx, homme de culture, avait maintenue entre les civilisations, risquait de déborder sa thèse et de mettre au jour une continuité naturelle plus large que l'économique. Peu à peu, le communisme russe a été emmené à couper les ponts, à introduire une solution de continuité dans l'avenir. La négation des génies hérétiques, des apports de la civilisation, de l'art dans la mesure infini où il échappe à l'histoire, le renoncement aux traditions vivantes, ont retranché peu à peu le marxisme contemporain dans des limites de plus en plus étroites. Il ne lui a pas suffi de nier ou de taire ce qui, dans l'histoire du monde, est inassimilable par la doctrine, ni de rejeter les acquisitions de la science moderne. Il lui a fallu encore refaire l'histoire, même la plus proche, la mieux connue, et par exemple l'histoire du parti et de la Révolution. D'année en année, de mois en mois parfois, la Pravda se corrige elle-même, les éditions retouchées de l'histoire officielle se succèdent. Lénine est censuré, Marx n'est pas édité. À ce degré, la comparaison avec l'obscurantisme religieux n'est même plus juste. L'Église n'est jamais allée jusqu'à décider successivement que la manifestation divine se faisait en 2, puis en 4 ou en 3, puis encore en 2 personnes. L'accélération propre à notre temps atteint aussi la fabrication de la vérité qui, à ce rythme, devient pur fantôme. Comme dans le conte populaire où les métiers d'une ville entière tissaient du vide pour habiller le roi, des milliers d'hommes dont c'est l'étrange métier refont tous les jours une vaine histoire, détruite le soir même, en attendant que la voix tranquille d'un enfant proclame soudain que le roi est nu. Cette petite voix de la révolte dira alors ce que tout le monde peut déjà voir, qu'une révolution condamnée pour durer, à nier sa vocation universelle ou à se renoncer pour être universelle, vit sur des principes faux.
En attendant, ces principes continuent de fonctionner au-dessus de millions d'hommes. Le rêve de l'Empire contenu par les réalités du temps et de l'espace assouvit sa nostalgie sur les personnes. Les personnes ne sont pas hostiles à l'Empire en tant qu'individus, seulement la terreur traditionnelle pourrait alors suffire. Elles lui sont hostiles dans la mesure où la nature humaine jusqu'ici n'a jamais pu vivre de l'histoire seule et lui a toujours échappé par quelque côté. L'Empire suppose une négation et une certitude, la certitude de l'infinie plasticité de l'homme et la négation de la nature humaine. Les techniques de propagande servent à mesurer cette plasticité et tentent de faire coïncider réflexion et réflexe conditionnés. Elles autorisent à signer un pacte avec celui que, pendant des années, on a désigné comme l'ennemi mortel. Bien plus, elles permettent de renverser l'effet psychologique ainsi obtenu et de dresser tout un peuple à nouveau contre ce même ennemi. L'expérience n'est pas encore à son terme, mais son principe est logique. S'il n'y a pas de nature humaine, la plasticité de l'homme est en effet infinie. Le réalisme politique à ce degré n'est qu'un romantisme sans frein, un romantisme de l'efficacité. On s'explique ainsi que le marxisme russe refuse dans sa totalité, et bien qu'il sache s'en servir, le monde de l'irrationnel. L'irrationnel peut servir l'Empire aussi bien que le réfuter. Il échappe au calcul et le calcul seul doit régner dans l'Empire. L'homme n'est qu'un jeu de force sur lequel on peut peser rationnellement. Des marxistes inconsidérés ont cru pouvoir concilier leur doctrine avec celle de Freud, par exemple. On le leur fit bien et rapidement voir. Freud est un penseur hérétique et petit bourgeois parce qu'il a mis au jour l'inconscient et qu'il lui a confié au moins autant de réalité qu'au surmoi, au moi social. Cet inconscient peut alors définir l'originalité d'une nature humaine opposée au moi historique. L'homme, au contraire, doit se résumer au moi social et rationnel, objet de calcul. Il a donc fallu asservir non seulement la vie de chacun, mais encore l'événement le plus irrationnel et le plus solitaire, dont l'attente accompagne l'homme tout au long de sa vie. L'Empire, dans son effort convulsé vers le royaume définitif, tend à intégrer la mort. On peut asservir un homme vivant et le réduire à l'état historique de choses, mais s'il meurt en refusant, il réaffirme une nature humaine qui rejette l'ordre des choses. C'est pourquoi l'accusé n'est produit et tué à la face du monde que s'il consent à dire que sa mort sera juste et conforme à l'empire des choses. Il faut mourir déshonoré ou ne plus être, ni dans la vie ni dans la mort. Dans ce dernier cas, on ne meurt pas, on disparaît. De même, le condamné, s'il subit un châtiment, son châtiment proteste silencieusement et introduit une fissure dans la totalité. Mais le condamné n'est pas châtié, il est replacé dans la totalité. Il édifie la machine de l'Empire, il se transforme en rouage de la production. Si indispensable au demeurant qu'à la longue, il ne sera pas utilisé dans la production parce qu'il est coupable, mais jugé coupable parce que la production a besoin de lui. Le système concentrationnaire russe a réalisé en effet le passage dialectique du gouvernement des personnes à l'administration des choses, mais en confondant la personne et la chose. Même l'ennemi doit collaborer à l'œuvre commune. Hors de l'Empire, point de salut, cet Empire est ou sera celui de l'amitié. Mais cette amitié est celle des choses, car l'ami ne peut être préféré à l'Empire. L'amitié des personnes, il n'en est pas d'autre définition, et la solidarité particulière jusqu'à la mort contre ce qui n'est pas du règne de l'amitié. L'amitié des choses et l'amitié en général, l'amitié avec tous, qui suppose, quand elle doit se préserver, la dénonciation de chacun. Celui qui aime son ami ou son ami l'aime dans le présent, et la révolution ne veut aimer qu'un homme qui n'est pas encore là. Aimer d'une certaine manière, c'est tuer l'homme accompli qui doit naître par la révolution. Pour vivre un jour, en effet, il doit être, dès aujourd'hui, préféré à tout. Dans le règne des personnes, les hommes se lient d'affection. Dans l'empire des choses, les hommes s'unissent par la délation. La cité qui se voulait fraternelle devient une fourmilière d'hommes seuls. Sur un autre plan, la fureur irrationnelle d'une brute peut seule imaginer qu'il faille torturer sadiquement des hommes pour obtenir leur consentement. Ce n'est alors qu'un homme qui en subjugue un autre dans un immonde accouplement de personnes. La représentation de la totalité rationnelle se contente au contraire de laisser dans l'homme la chose prendre le pas sur la personne. L'esprit le plus haut est d'abord ravalé au rang de l'esprit le plus bas par la technique policière de l'amalgame. Puis, 5, 10, 20 nuits d'insomnie viendront à bout d'une illusoire conviction et mettront au monde une nouvelle âme morte. De ce point de vue, la seule révolution psychologique que notre temps ait connue après Freud a été opérée par le NKVD et les polices politiques en général. Guidées par une hypothèse déterministe calculant les points faibles et le degré d'élasticité des âmes, ces nouvelles techniques ont encore repoussé une des limites de l'homme et cesser à démontrer qu'aucune psychologie individuelle n'est originale et que la commune mesure des caractères est la chose. Elles ont littéralement créé la physique des âmes. À partir de là, les relations humaines traditionnelles ont été transformées. Ces transformations progressives caractérisent le monde de la terreur rationnelle où vit, à des degrés différents, l'Europe. Le dialogue
relation des personnes a été remplacée par la propagande ou la polémique qui sont deux sortes de monologues. L'abstraction propre au monde des forces et du calcul a remplacé les vraies passions qui sont du domaine de la chair et de l'irrationnel. Le ticket substitué au pain, l'amour et l'amitié soumis à la doctrine, le destin au plan, le châtiment appelé norme et la production substituée à la création vivante décrivent assez bien cette Europe décharnée peuplée de fantômes victorieux ou asservis de la puissance. Quelle est donc misérable, s'écriait Marx, cette société qui ne connaît pas de meilleur moyen de défense que le bourreau. Fin de citation. Mais le bourreau n'était pas encore le bourreau philosophe et ne prétendait pas, du moins, à la philanthropie universelle. La contradiction ultime de la plus grande révolution que l'histoire ait connue n'est point tant, après tout, qu'elle prétende à la justice à travers un cortège ininterrompu d'injustice et de violence. Servitude ou mystification, ce malheur est de tous les temps. Sa tragédie est celle du nihilisme. Elle se confond avec le drame de l'intelligence contemporaine qui, prétendant à l'universel, accumule les mutilations de l'homme. La totalité n'est pas l'unité. L'état de siège, même étendu aux limites du monde, n'est pas réconciliation. La revendication de la cité universelle ne se maintient dans cette révolution qu'en rejetant les 2/3 du monde et l'héritage prodigieux des siècles, en niant, au profit de l'histoire, la nature et la beauté, en retranchant de l'homme sa force de passion, de doute, de bonheur, d'invention singulière, sa grandeur en un mot. Les principes que se donnent les hommes finissent par prendre le pas sur leurs intentions les plus nobles. À force de contestations, de luttes incessantes, de polémiques, d'excommunications, de persécutions subies et rendues, la cité universelle des hommes libres et fraternels dérive peu à peu et laisse la place au seul univers où l'histoire et l'efficacité puissent en effet être érigées en juge suprême, l'univers du procès. Chaque religion tourne autour des notions d'innocence et de culpabilité. Prométhée, le premier révolté, récusait pourtant le droit de punir. Zeus lui-même, Zeus surtout, n'est pas assez innocent pour recevoir ce droit. Dans son premier mouvement, la révolte refuse donc au châtiment sa légitimité. Mais dans sa dernière incarnation, en termes de son épuisant voyage, le révolté reprend la notion religieuse du châtiment et la met au centre de son univers. Le juge suprême n'est plus dans les cieux, il est l'histoire elle-même qui sanctionne en divinité implacable. À sa manière, l'histoire n'est qu'un long châtiment puisque la récompense vraie ne sera savourée qu'à la fin du temps. Nous sommes loin apparemment du marxisme et de Hegel, bien plus loin encore des premiers révoltés. Toute pensée purement historique, cependant, s'ouvre sur ces abîmes dans la mesure où Marx prédisait l'accomplissement inévitable de la cité sans classe, dans la mesure où il établissait ainsi la bonne volonté de l'histoire. Tout retard dans la marche libératrice devait être imputé à la mauvaise volonté de l'homme. Marx a réintroduit dans le monde déchristianisé la faute et le châtiment, mais en face de l'histoire. Le marxisme, sous un de ses aspects, est une doctrine de culpabilité quant à l'homme, d'innocence quant à l'histoire. Loin du pouvoir, sa traduction historique était la violence révolutionnaire. Au sommet du pouvoir, elle risque d'être la violence légale, c'est-à-dire la terreur et le procès. Dans l'univers religieux, d'ailleurs, le vrai jugement est remis à plus tard. Il n'est pas nécessaire que le crime soit puni sans délai, l'innocence consacrée. Dans le nouvel univers, au contraire, le jugement prononcé par l'histoire doit l'être immédiatement, car la culpabilité coïncide avec l'échec et le châtiment. L'histoire a jugé Bakounine parce qu'elle l'a fait mourir. Elle proclame l'innocence de Staline. Il est au sommet de sa puissance. Tito est en instance de procès, comme le fut Trotsky, dont la culpabilité ne devint claire pour les philosophes du crime historique qu'au moment où le marteau du meurtrier s'abattit sur lui. De même, Tito, dont nous ne savons pas, nous dit-on, s'il est coupable ou non, il est dénoncé, pas encore abattu. Quand il sera jeté à terre, sa culpabilité sera certaine. Au reste, l'innocence provisoire de Trotsky et de Tito tenait et tient en grande partie à la géographie. Ils étaient loin de la main séculière. C'est pourquoi il faut juger sans délai ceux que cette main peut atteindre. Le jugement définitif de l'histoire dépend d'une infinité de jugements qui auront été prononcés d'ici là et qui seront alors confirmés ou infirmés. On promet ainsi de mystérieuses réhabilitations pour le jour où le tribunal du monde sera édifié avec le monde lui-même. Celui-ci qui se déclara traître et méprisable entrera au panthéon des hommes, cet autre restera dans l'enfer historique. Mais qui jugera alors ? L'homme lui-même, enfin accompli dans sa jeune divinité. En attendant, ceux qui ont conçu la prophétie, seuls capables de lire dans l'histoire le sens qu'ils y ont auparavant déposé, prononceront des sentences mortelles pour le coupable, provisoires pour le juge seulement. Mais il arrive que ceux qui jugent comme Reich soient jugés à leur tour. Faut-il croire qu'ils ne lisent plus correctement l'histoire ? En effet, sa défaite et sa mort le prouvent. Qui donc garantit que ces juges d'aujourd'hui ne seront pas traîtres demain ?
et précipités du haut de leur tribunal vers la cave de ciment où agonisent les damnés de l'histoire. La garantie est dans leur clairvoyance infaillible, qui le prouve, leur réussite perpétuelle. Le monde du procès est un monde circulaire, où la réussite et l'innocence s'authentifient l'une à l'autre, où tous les miroirs réfléchissent la même mystification. Il y aurait ainsi une grâce historique dont le pouvoir peut seul percer les desseins et qui favorise ou excommunie le sujet de l'Empire. Pour parer à ses caprices, celui-ci ne dispose que de la foi, telle du moins qu'elle est définie dans les exercices spirituels de saint Ignace. Nous devons toujours, pour ne jamais nous égarer, être prêts à croire noir ce que moi je vois blanc, si l'Église hiérarchique le définit ainsi. Fin de citation. Cette foi active dans les représentants de la vérité peut seule sauver le sujet des mystérieux ravages de l'histoire. Encore n'est-il pas quitte de l'univers du procès, auquel il est lié, au contraire, par le sentiment historique de la peur. Mais, sans cette foi, il risque toujours, sans l'avoir voulu et avec les meilleures intentions du monde, de devenir un criminel objectif. Dans cette notion culmine enfin l'univers du procès. Avec elle, la boucle est refermée. Au terme de cette longue insurrection au nom de l'innocence humaine, surgit par une préservation essentielle l'affirmation de la culpabilité générale. Tout homme est criminel qui s'ignore. Le criminel objectif est celui qui justement croyait être innocent. Son action, il l'a jugée subjectivement inoffensive ou même favorable à l'avenir de la justice. Mais on lui démontre qu'objectivement elle a nui à cet avenir. S'agit-il d'une objectivité scientifique ? Non, mais historique. Comment savoir si l'avenir de la justice est compris et compromis, par exemple par la dénonciation inconsidérée d'une justice présente ? La véritable objectivité consisterait à juger d'après ceux des résultats qu'on peut scientifiquement observer sur les faits et leurs tendances. Mais la notion de culpabilité objective prouve que cette curieuse objectivité n'est fondée que sur les résultats et des faits accessibles seulement à la science de l'an 2000 au moins. En attendant, elle se résume dans des subjectivités interminables qui s'imposent aux autres comme objectivité. C'est la définition philosophique de la terreur. Cette objectivité n'a pas de sens définissable, mais le pouvoir lui donnera un contenu en décrétant coupable ce qu'il n'approuve pas. Il consistera à dire ou à laisser dire à des philosophes qui vivent hors de l'Empire qu'il prend ainsi un risque au regard de l'histoire, tout comme l'a pris, mais sans le savoir, le coupable objectif. La chose sera jugée plus tard, quand victime et bourreau auront disparu. Mais cette consolation ne vaut que pour le bourreau qui, justement, n'en a pas besoin. En attendant, les fidèles sont conviés régulièrement à d'étranges fêtes où, selon les rites scrupuleux, des victimes pleines de contrition sont offertes en offrande aux dieux historiques. L'utilité directe de cette notion est d'interdire l'indifférence en matière de foi. C'est l'évangélisation forcée, la loi dont la fonction est de poursuivre les suspects, les fabrique. En les fabriquant, elle les convertit. En société bourgeoise, par exemple, tout citoyen est censé approuver la loi. En société objective, tout citoyen sera censé la désapprouver. Ou du moins, il devra être toujours prêt à faire la preuve qu'il ne la désapprouve pas. La culpabilité n'est plus dans le fait, elle est dans la simple absence de foi, ce qui explique l'apparente contradiction du système objectif. En régime capitaliste, l'homme qui se dit neutre est réputé favorable, objectivement, au régime. En régime d'empire, l'homme qui est neutre est réputé hostile, objectivement, au régime. Rien d'étonnant à cela. Si le sujet de l'empire ne croit pas à l'empire, il n'est rien historiquement de son propre choix. Il choisit donc contre l'histoire, il est blasphémateur. La foi confessée à bout de lèvres ne suffit même pas, il faut la vivre et agir pour la servir, être toujours en alerte pour consentir à temps à ce que les dogmes changent. À la moindre erreur, la culpabilité en puissance devient à son tour objective. Achevant son histoire, à sa manière, la révolution ne se contente pas de tuer toute révolte, elle s'oblige à tenir responsable tout homme et jusqu'au plus servile de ce que la révolte ait existé et existe encore sous le soleil. Dans l'univers du procès, enfin conquis et achevé, un peuple de coupables cheminera sans trêve vers une impossible innocence sous le regard amer des grands inquisiteurs. Au XXe siècle, la puissance est triste. Ici s'achève l'itinéraire surprenant de Prométhée. Clamant sa haine des dieux et son amour de l'homme, il se détourne avec mépris de Zeus et vient vers les mortels pour les mener à l'assaut du ciel. Mais les hommes sont faibles ou lâches, il faut les organiser. Ils aiment le plaisir et le bonheur immédiat, il faut leur apprendre à refuser pour se grandir le miel des jours. Ainsi, Prométhée à son tour devient un maître qui enseigne d'abord, commande ensuite. La lutte se prolonge encore et devient épuisante, les hommes doutent d'aborder à la cité du soleil. Et si cette cité existe, il faut les sauver eux-mêmes. Les héros
Le héros leur dit alors qu'il connaît la cité et qu'il est le seul à la connaître. Ceux qui en doutent seront jetés au désert, cloués à un rocher, offerts en pâture aux oiseaux cruels. Les autres marcheront désormais dans les ténèbres, derrière le maître pensif et solitaire. Prométhée seul est devenu Dieu et règne sur la solitude des hommes. Mais de Zeus, il n'a conquis que la solitude et la cruauté. Il n'est plus Prométhée, il est César. Le vrai, l'éternel Prométhée a pris maintenant le visage d'une de ses victimes. Le même cri venu du fond des âges retentit toujours au fond du désert de City.